Le Carré-Rond, saison 5, épisode 17. Oui, je suis en compagnie de mon ami Steve Sauvé et vous remarquerez bien sûr et malheureusement l'absence de notre chum JC qui ne pouvait être des nôtres. Hier, on a eu des petits enjeux logistiques et ce soir, ben c'est ça, là, c'est le mardi. Hein, puis JC, les travailleurs essentiels ont également des vies, mon cher Steve. Comment ça va, toi? Hey, ça va super bien, Martin, mais JC, là, on va se dire la vérité, là, il est pas là, là. Mais puis c'est pas méchant ce que je vais dire. Moi, je suis persuadé. JC, après 19 mois de pandémie, il a annoncé son premier gala de lutte samedi. Fait que d'après moi, là, il est même plus capable de parler. Il doit tellement en avoir profité pour crier pis tout, que le gars, il est même pas capable de participer au Carré-Rond. Non, c'est ça. Puis écoute, là, il m'a contacté aussi pour me dire, hey, tu sais, si jamais samedi t'es disponible pis tout, alors j'étais occupé. J'étais live, moi aussi, ailleurs. Fait que j'en profite pour dire un gros merci à JC, bien sûr, et que ce n'est que partie remise. Et là, il faut que je commence par, comment dire, mon cher Steve, j'ai fait vraiment, la semaine l'épisode 16, la visite de PCO, ça a été un moment absolument magique. Je veux quand même prendre 30 secondes pour encore une fois dire un gros merci à Pierre-Carl. On a échangé aussi après par Messenger. La grande classe, les remerciements qu'on l'ait reçus, tout ça. Puis je pense qu'on peut dire sans trop se tromper qu'on va assurément le recevoir. Comme vous le savez, je l'ai dit même dans le show pour ceux qui étaient là, j'ai eu un petit glitch technique qui a fait en sorte que, oui, le cave que je suis n'a pas été en mesure d'extraire, bien sûr. Parce que là, il faut expliquer quelque chose. La chaîne Twitch, le Carré-Rond, est en démarrage. Je pense qu'on a 100 abonnés, tout ça. Puis, éventuellement, ce qui va arriver, c'est que le contenu va demeurer sur la chaîne. Mais là, on n'a pas encore assez on commence, hein, fait que on n'a pas assez de followers, on n'a pas assez d'heures de diffusion. Il faut aussi enligner des heures de diffusion consécutives et tout ça. Là. Il y avait un paquet de règles. Fait qu'on est là-dedans. Fait que en temps normal, si c'était arrivé, j'aurais juste eu à aller rechercher le stream puis en extraire le son. Puis là, ben regardez, là, c'est moi le cave. J'en prends l'entière responsabilité. Alors, c'est la raison pour laquelle il n'y avait pas de stratagème ou de complot là, pour ne pas le présenter. Au contraire, on aurait aimé ça, partager ça avec tout le monde. Par contre, si ça peut vous rassurer, tout est en train de s'enregistrer sans problème. Alors, tout est sous contrôle. Fait qu'un énorme merci à PCO. Ça a été vraiment 2 heures magique, grande générosité. Je me suis pas gêné pour y poser 56 000 questions, puis en très grand gentleman, il nous a répondu à chaque fois. Il nous a même, écoute, à micro fermé, on a eu du fun aussi. Alors, on va dire ça comme ça. Mais voilà, fait que un énorme merci et bien sûr, toutes nos excuses à tout le monde relativement à cet épisode-là. Mais on va se reprendre et on fera amende honorable, soyez-en assurés. Maintenant, parlons un peu, avant qu'on s'engage, tu as une chronique pour nous autres cette semaine, Steve, également. On va parler un peu d'actualité et on va évidemment conclure le tout avec notre top 5 des médias. Et là, il faut que j'explique de quoi. Je vais l'expliquer d'avance parce que là, je sais qu'il y a déjà du monde en train de calculer leurs affaires puis moi, c'est quoi les miens. Ce qu'on a fait, c'est qu'on va faire ça en 2 volets. Le premier volet, là, ça va être notre top 5 dans les médias de 0 à 20. OK? Parce qu'écoute, en trouver juste 5 dans 36 ou je ne sais même plus 37. Fait que c'est 0 à 20 ce soir, le top 5 là-dedans. Puis après ça, ça va être 20 et plus, notre top 5 dans ça. Puis c'est le fun parce que ça sépare un peu aussi hein, le Golden Age, si on veut, avec les médias peut-être, on va dire, un peu plus modernes. Fait que voilà. Et sinon, Steve va nous parler d'une figure prédominante de la lutte au Québec dans sa chronique. Mais avant, parlons un peu rumeurs et actualité dans le monde de la lutte. Est-ce que les rapports par rapport, est-ce que Bray Wyatt et Braun Strowman vont se retrouver à Impact ou pas? Rappelons les faits, Braun Strowman, qui s'appelle à Star Titan, whatever, je ne sais plus son nom de worker, là, a fait un gala à la MLW.
Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Major League Wrestling, un ancien scripteur de la WWE qui est propriétaire de ça. Il a fait un gala, il y a eu un match contre EC3. J'ai lu des critiques et ça a l'air que ça va être un très bon combat. EC3, un autre gars que la I a brûlé, là, qui avait le vent dans les voiles en masse avec TNA à l'époque. Mais bon, voilà. Et puis Bray Wyatt, la date butoir, en fait, on s'en approche tranquillement, c'est le 29 octobre. À partir du 29 octobre, là, il est libre de tout engagement. Il peut signer avec qui veut. Il peut faire des spots shows. Je te pose la question, Steve. Je pose la question aux gens qui sont également avec nous dans le stream. Comment tu vois ça? Vois-tu ces deux gars-là avec Impact? Sur une base contractuelle, là, on s'entend. Oui, mais pas les deux en même temps. C'est trop cher pour Impact. C'est trop de cash, voilà. Si j'ai un des deux gars à voir là, ça va être Braun Strowman, qui d'ailleurs, là, est rendu en shape comme ça se peut pas. Ah ouais, hein, j'ai vu tes photos, moi, avec, là, puis c'était peurant. Ah, c'était peurant. Mais je pense pas qu'Impact a les moyens. Parce que, Braun Strowman, là, va aller demander un contrat d'un 7 chiffres facilement, puis Bray Wyatt aussi. Impact a pas les moyens de se payer d'avoir ça. Les donc, deux, ouais. Tu sais, c'est ça. Moi, j'imagine que Braun a Impact, puis Bray va sûrement s'en aller la AEW. Si il est intéressé. Moi, je dis souvent, Bray Wyatt, c'est peut-être un Barry Windham. Un gars qui a fait son cash, qui va aller profiter de la vie un peu. Puis il va revenir, il va faire une run. Il y en a des gars comme ça, là. Mais tu sais quoi comment dire, l'affaire qui pourrait se produire qu'on pourrait ne pas penser. OK? Mettons qu'Impact, tu l'as dit toi-même, là, je me fais un peu, pas l'avocat du diable, mais Bray puis Braun ou whatever, là, c'est dur à dire, ça, un derrière l'autre. On va l'appeler Braun, OK? Non, mais les deux. Tu sais, ils ont déjà fait partie de la Wyatt Family dans le temps WWE. Mettons, tu sais, la seule affaire que je verrais qui pourrait se produire, c'est qu'ils aient tellement aimé ça, travailler ensemble, qu'ils se disent, regarde, on fait une run un an, on demande moins. On paraît bien, on rebuild un peu notre brand, puis tout ça, puis c'est la seule affaire que je verrais, puis je vois pas ça se passer. Mais ça serait le seul potentiel, ça serait de dire, regarde, ils vont nous mettre tous les deux ensemble, on va tout casser, on va tout ramasser, on va bien paraître, puis là, après ça, regarde, peut-être la I va revenir, ou c'est ça. Mais, puis là, tu vois, je lis le commentaire d'une personne qui était avec nous autres. Il me semble que Bray, avec une gimmick complètement sautée à la AEW, ça le ferait. Moi aussi, je suis un peu d'accord avec toi, Gizmo. Moi, je vois Braun à Impact, puis je vois Bray Wyatt à AEW. Moi, je pense que Bray Wyatt va finir à la AEW en tant que leader du clan la Dark Order. Ouais, moi aussi, je pense ça, mais tu vois, tout le monde pense ça. Moi, si j'étais Booker, je ferais pas ça. Mais non, parce que tout le monde le pense. C'est ça, exactement. C'est ça que... Mais encore là, écoute, là, on verra bien. Puis il y a la question d'argent. C'est sûr que c'est important, là, la notion financière là-dedans. Pardon, c'est sûr que, on a beau dire ils ont fait le cash, mais regarde, la durée de vie d'un lutteur à des gros salaires comme ça, c'est un peu comme un athlète professionnel. Tu n'as pas une run de 25 ans là, à faire 2-3 par année. Là, Martin, moi, là, ce que je vais aller pousser ça peut-être un peu à l'extrême, là, mais je pense que c'est de même qu'il faut le voir aussi. Bray Wyatt, là, il y a aussi Bray Wyatt Inc. C'est une compagnie, ce gars-là. Puis le but d'une compagnie, c'est d'aller chercher le plus de profit possible. Donc, ces gars-là, sais-tu, je vais aller chercher un 500 à Impact ou bien je crache sur 1.2, 1.3 qu'ils vont me donner à AEW, il va y aller. C'est sûr qu'il y a une affaire qui est certaine. C'est que les deux gars vont se retrouver quelque part. Ça, c'est sûr. Mais l'affaire qui est la plus probable de se produire, c'est effectivement ce qu'on a dit, c'est qu'ils ne soient pas à la même place. Mais encore là, écoute, là, si à un moment donné, Impact, ils ont quand même des backers financiers, s'ils décident, là, regarde, on veut être un joueur d'Impact. Sauf qu'oubliez pas une autre affaire, par exemple. C'est que l'un n'empêche pas l'autre. Parce que là, il y a une entente entre la AEW et Impact. Les deux gars pourraient se trouver à chacun à un endroit puis worker pareil ensemble. Ça se peut. Ça pourrait, même que moi, je vois un Bray Wyatt au Japon avec une bonne gimmick, puis
Ça serait incroyable. Là. Absolument, absolument. Faire un Chris Jericho de lui-même. D'ailleurs, 4e édition de sa croisière qui a été annoncée. Évidemment, il n'y en avait pas eu l'an passé à cause de raisons qu'on connaît. Mais écoute, moi là, sérieux, je pourrais peut-être pas. Là, il ne fera pas ça pendant 25 ans, Jericho. Mais s'il y a bien une affaire à laquelle j'aurais bien aimé ça assister dans ma vie, c'est bien la croisière de Chris Jericho. Là, ils appellent ça Get Lucky, je pense. Là, ça a toujours eu différents noms, là. Mais ça en aurait fait partie. Puis si tu te rappelles, il y a même eu, c'est-tu l'an passé que ça avait eu lieu, puis qu'il y avait même tapé une édition d'AEW sur le bateau. Ça a donné un résultat quand même assez intéressant. Là, toujours intéressant de voir une nouvelle facture visuelle, une nouvelle formule un peu de faire les affaires, parce que s'il y a bien de quoi qui est tout le temps pareil, c'est bien la WWE. Écoute, Steve, je fais du coq à l'âne un peu, mais on s'en va là. Faut parler de Crown Jewel. Faut parler de ça. Oui, mais juste avant, là, je vais te dire que aller une semaine sur la croisière de Chris Jericho, là, Martin, va te coûter moins cher qu'un billet par terre à WrestleMania. Ouais, non, c'est sûr, j'imagine. Là, mais bon, écoute, dans les deux cas, tu y vas pas non plus pour exactement les mêmes raisons, je pense. Là, non. Mais non, c'est ça. Puis je faisais un espèce de segue, de dire que c'était intéressant quand AEW a tapé un épisode sur le bateau versus ce qu'on est tout le temps habitué de voir, toujours la même hostie de poutine. Et là, on va parler de Crown Jewel. C'est le 3e, si je ne m'abuse, événement de ce genre-là en Arabie Saoudite. Ouais, je pense 4e. Ouais, 3 ou 4, mais en tout cas, peu importe. Et, regarde, moi, je vais te le garocher tout de suite. Je l'ai regardé, à part le dernier combat, j'ai pas eu le temps, c'est vraiment par manque de temps. Mais aussi parce que, écoute, c'est quand même 4 heures de ta vie que tu peux pas récupérer. Là, mais, regarde bien, c'est pas compliqué. Là. C'est un hostifi de gros spot show avec du budget. C'est tout. Oui. C'est un house show. C'est un house show. C'est un house show, oui. Justement, Vince, il devait être en... Je peux pas dire le mot érection, donc je le dirai pas. Mais il devait être comme ça parce que ça s'était rempli de pétards. Tu sais, c'est rare que la WWE à cette heure a des pétards, mais là, Vince, il en a mis. Ah ouais, let's go, tu vois que c'est payant. Écoute, quand c'est rendu que Riddle arrive en chameau, là, ça te donne une idée. Non, mais écoute, là, c'est totalement le look and feel. C'est un house show avec du budget. C'est une bar mitzvah pour un jeune homme que ses parents lui payent. C'est un party privé, mais ça donne à être à TV. Les storylines, tu sais, décrochent. Tu sais, là, regarde, là, Zelina Vega qui est passée dans le blender, au printemps dernier, qui ont réengagé, qui fait partie d'à peu près pas de storyline ou à peu près, là, c'est sûr, je suis pas le gars le plus à date sur la I, là, mais tu sais, je veux dire que c'est pas une figure, c'est une très bonne worker, là, j'enlève rien, puis ça a été une coach aussi, puis tout, mais à faire partie de rien de prédominant dans les storylines, mais là, tu sais, elle gagne la whatever, comment on appelait ça, le Queen, c'était Queen of the Ring, ou je sais pas trop, même affaire avec Xavier Woods, tout ça, excusez s'il y en a qui l'ont pas vu encore, il va y avoir un peu de divulgachage, là, mais j'ai pas le sentiment que j'assiste à quelque chose d'important, j'ai juste le sentiment que j'assiste à quelque chose de gros, c'est tout. Oui, puis tu sais, malheureusement, ce genre de pay-per-view-là, moi, j'aurais aimé ça, voir un changement de ceinture ou quoi que ce soit. Tu sais, j'ai attendu qu'ils viennent chercher mes émotions pendant 4 heures, puis c'est pas arrivé. Non, c'est ça. Puis tu sais, c'était impossible que tu vois grand-chose parce qu'on est trop serré avec Survivor Series. Non, effectivement. Fait que là, ça te donne pas le temps de faire un build-up qui a de l'allure. Puis là, tu vois, regarde, là, tu vas m'en parler parce que je veux pas commenter ça, je l'ai pas vu. Mais là, je veux utiliser Crown Jewel pour expliquer quelque chose que je dis souvent, OK? On va parler de psychologie du ring, OK? De psychologie de storyline, psychologie de booking, psychologie de... OK. Je reviens, là. Je sais que je suis fatigué avec Goldberg, là, mais c'est pas juste parce que c'est Goldberg, OK? Goldberg, il y a un match
contre Bobby Lashley. Bobby Lashley, là, c'est le gars qui a eu une renaissance de ses cendres, qui s'est en allé en exil à TNA à l'époque, qui s'est rebâti un peu là, qui a fait du MMA aussi, tout le kit. Il rapatrie, il donne une run avec la belt. Bravo. Bravo Bobby Lashley. Bravo WWE. Une des rares occasions que tu prends un gars qu'après son retour, il est en train de scraper, puis ils ont fait de quoi de bon avec la Hurt Business, puis avec tout ça. OK? Parce que tu te rappelles, quand il était face, il parlait de ses sœurs. Ouais. J'aime mes sœurs. Tu sais, bon, c'est rien de méchant, sauf que, tu sais, ça fait pas très badass, là, tu sais. Fait que le gars, il a une bonne run. Ça n'a pas juste été un placeholder. Il a eu la ceinture peut-être 7-8 mois, quelque chose dans le genre. Écoute, il y a eu une couple de bons programmes aussi. McIntyre, la patente. OK? Là, arrive qui d'autre que Goldberg. Pourquoi? Parce qu'il y a Crown Jewel, puis là, ben, c'est un gros nom. Le nom est une attraction, mais l'athlète n'en est plus une. OK? Là, il y a un spot, il n'y a pas un spot, mais il y a un angle dans lequel il y a un match contre Bobby Lashley, puis après ça, Bobby Lashley se met à varger sur Goldberg. Son gars, il arrive à la course dans le ring, saute dans le dos, essaie de choquer Bobby Lashley. Puis là, Bobby Lashley fourre une volée au père hypogène. Fait que là, hein, on build up la patente. Le point culminant va être à Crown Jewel, puis tout le kit, puis donc, puis hey, Goldberg m'a tué, puis nanana. Là, écoutez bien, là, je vais vous en expliquer une affaire de psychologie du ring 2021. Là. OK? Oui, je comprends qu'Afab est mort, c'est correct. OK? Connaissez-vous bien du monde, vous autres, dans n'importe quelle circonstance, que ce soit un combat de boxe, d'MMA, un combat dans la rue, ou est-ce que tu t'en vas te venger d'un gars qui a fait mal à ton fils, qui fait des high-five au monde? C'est ça. Fait que là, tu vois Goldberg s'en venir, il est supposé d'être enragé, là. Il est supposé d'être en totale déconnexion de la réalité. Il m'a tué, je veux pas mettre... Bon, OK, puis là, il s'en va, puis avant de rentrer dans le ring, il fait des high-five. Ben moi, là, à partir du moment... Là, vous allez dire, Martin, t'es picky. Non, je suis pas picky, c'est ça, la psychologie. Fait que à partir du moment où est-ce que ça s'est produit, Steve, là, le combat, il m'intéresse plus. Ma ballonne a pété. Oui, je vais vouloir voir ce qu'il fait. Là, c'est ça, je vais être curieux, mais je suis plus investi. Ben moi, tu vois, avant même ça, le combat m'intéressait pas. Non, là, je comprends, mais tu sais, comment pas donner de chance à quelque chose de levé, tu sais? Ben non, c'est clair, là. Puis, écoute, est-ce que tu as écouté ce combat-là au complet, Martin? Le combat Lashley contre Goldberg, oui. Oui. As-tu vu le pin là-dedans, quelque chose? Pour être bien franc avec toi, c'est totalement vrai que je l'ai écouté en entier, mais comme je te dis, j'étais tellement pas impliqué émotivement. C'était vraiment de la curiosité, genre je gossais avec mon sel, puis je checkais ça en même temps. On est deux parce que de mémoire, puis j'ai pas été voir les Dark Sheets, là. Il n'y a pas de finish. Ça a fini qu'il a fait le spear en bas du stage. Oui, c'est ça. Ouais. Ben là, attends un petit peu. Oui, il a gagné. Il n'y a pas eu de pin, mais c'est parce que c'était je pense que c'était un ODQ. Ouais, mais un ODQ, ça prend un pin, ça prend un finish? Ben, je suis pas sûr s'il l'a pas un piné. last man standing. Non, mais je pense qu'il l'a piné quand il était couché après qu'il ait fait le spear. Oui, tu vois. Je suis pas mal certain, mais tu sais, il faut que je réfléchisse. Ben, Ghislain va nous dire ça, là, lui, là, il... Ben, Ghislain pose, en attendant que quelqu'un nous le dise, mais je suis pas mal, écoute, je suis positif, là, je te dirais 80% sûr de mon affaire, mais tu vois, regarde, là, Ghislain, justement, pour une question, si ça avait été un match aux États-Unis, est-ce que Goldberg aurait fait des high-five? Ben, Ghislain, écoute bien ma réponse, ça aurait jamais été un match aux États-Unis, c'est parce que c'était à Crown Jewel, puis que ceux qui ont commandé le gala, ils voulaient Goldberg. Parce que sinon, il aurait été impliqué avant ça. Tu sais, la preuve, est-ce qu'on va revoir Goldberg après? Je le sais pas. Mais si on le revoit, moi, je vous le dis, là, I give up, là. Ça n'a plus d'allure. Il reste un match, Martin. Il reste un match à son contrat. C'est... Puis j'ai peur qu'il nous le mette dans la gorge à Mania. Ça va être... Non, moi, d'après moi. Calmez-moi ça, Survivor Series, là. Venez pas me scraper mon Rumble avec ça, là. Le Royal Rumble, c'est mon pay-per-view préféré après Mania, là, mais tu sais, celui que j'ai le plus hâte de voir, c'est toujours le Rumble. C'est toujours ça qui est le plus fun à regarder dans nos watch-alongs avec les Ribbers aussi. Venez pas scraper mon Royal Rumble avec Goldberg, s'il vous plaît.
Non. Je dis non. Voilà. C'est lui qui prend le Rumble. Non, t'es-tu malade? Jamais, là. Fait que sinon, pour le reste, là, tu sais, je veux dire, encore une fois, regarde, là, je l'ai écouté, là. J'ai rien à t'en dire. Ça a juste l'air d'un gros house show, that's it. Ben, c'était un house show. Par contre, Biggie puis McIntyre ont fait un bon match. Ouais, c'était bon. Ça, c'était correct, ça. Ouais. C'est vrai, là, tu vois, tu me le rappelles, c'est pas vrai que c'est le dernier que j'ai regardé. J'ai regardé Biggie contre McIntyre. C'est le seul combat qui m'a donné l'impression que j'ai regardé un pay-per-view. C'est le seul. Oui. J'ai encore eu un petit pincement quand j'ai vu les filles lutter. Tu sais, c'est bien beau, là, t'es emmènes, tu dis, c'est une belle victoire. Ben oui, c'est tellement une belle victoire des emmenés qu'à part le voile, ils ont des manches longues, tout le kit. Excuse-moi, là, mais t'es en train de dire à ces gens-là, pour votre argent, je suis prête à vous écouter de A à Z. Ouais, écoute, tu sais, moi, c'est le genre d'affaire que, tu sais, le premier combat, je pense qu'il y a eu à Crown Jewel avec des femmes, il me semble que ça avait été Natalia contre celle qui est en congé, là, qui vient d'avoir un enfant, là, comment elle s'appelle, elle est jolie, là, blonde. Toutes les non, mais Evans, là, c'est quoi ça? Lacey Evans. Lacey Evans, voilà. Je pense que ça avait été ça, le premier combat. Puis oui, tu sais, puis là, ben oui, vous l'avez vu, ceux qui ont écouté Crown Jewel, il faut pas qu'on voit leur peau. Fait que, tu sais, ils ont des manches longues, ils ont un t-shirt par-dessus, leur ring attire et tout ça. Moi, c'est le genre d'affaire qu'ils l'ont fait une fois, ça a été un moment important. Là, on dirait que, tu sais, là, à chaque fois, ils le refont, puis comme s'ils essayaient de nous vendre que c'est un moment encore important. Ben, je comprends que là, je comprends la nécessité d'être, de se montrer résilient, tu sais, puis de continuer d'aller le faire, puis de continuer de montrer des femmes. Par contre, il y a une affaire que j'ai remarqué. Ça, c'est pas pire. C'est qu'il y avait une femme arbitre à ce Crown Jewel-là. J'ai pas souvenance s'ils en ont parlé, par exemple, mais je l'ai remarqué. Oui, moi aussi, j'ai remarqué. Puis j'ai remarqué qu'elle avait également des manches longues. Ouais, c'est ça. Puis là, ben, il y a eu une autre initiative. Puis, Dieu sait que je ne suis pas un spécialiste là, sur la géopolitique moyenne-orientale, mais tu sais, c'est sûr que là, il y a des endroits qui sont un petit peu plus, comment je dirais ça, là, traditionnel, tu sais, en termes, là, tu sais, qu'on parle de la religion musulmane ou peu importe, tu sais, l'Arabie Saoudite, tu peux aller faire un tour là, tu sais, c'est un peu comme Dubaï aussi, tu peux y aller, tu sais, c'est pas intégriste, c'est pas la même affaire qu'à certains autres endroits, c'est ça que j'essaie de dire, là, je veux pas me mettre le pied dans la bouche. Puis, tu sais, il y a même eu l'initiative là, pour contrer le cancer du sein, puis il y avait des survivantes de cancer du sein qui étaient originaires de la... C'est sympathique, mais, tu sais, c'est parce qu'à un moment donné, mais que ça fasse 12 fois que ça se produit, ben, il ne faut plus en faire un plat. C'est juste normal, c'est correct, c'est plus... Mais là, tu sais, à toutes les fois, tu as l'impression que les filles vont se mettre à... Tu sais, on dirait qu'il y a un genre de show là, autour de ça, puis moi, ça me gosse, ça m'énerve. Tu sais, ça a été fait une première fois, là, vous y retournez, vous le faites encore, fine, parfait, on passe à un autre appel, je veux dire, on s'en va avec ça, puis tu sais, écoute, là, il reste quand même que dans cette culture-là, ben, tu sais, de nommer une reine, tu sais, je veux dire, il n'y a pas bien de, tu sais, c'est pas, je veux dire, c'est peut-être un autre step, c'est peut-être une bonne affaire, mais tu sais, moi, faut pas que le show devienne à propos de ça. Tu me suis, là, tu sais, c'est... Oh, oui, je te suis. Fait que, mais il y a toujours... parce que, regarde, même quand on en parle, Steve, il y a comme un petit... Pas un malaise, on se sent mal. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Fait que ça fait que c'est un peu... c'est ça, c'est malaise ou... Moi, j'ai l'impression... Ça a l'air forcé, Steve. Ça a l'air forcé. C'est ça. Moi, j'ai l'impression, puis pour être vraiment franc avec toi et avec tous nos Rebels, là, moi, quand je parle des matchs féminins ou des athlètes féminins lors de Crown Jewel, j'ai l'impression que je marche tout le temps sur des œufs. Moi aussi. Ben, regarde, c'est comme... Tu sais, quand la dernière fois je me suis senti de même, je me souviens plus c'était à quel Mania, mais c'est quand ils ont voulu faire la Fabulous Moolah Battle Royal. Ouais.
Puis là, je me souviens plus c'était qui, si c'est Snickers ou en tout cas un gros commanditaire qui a dit il y a des allégations à l'effet qu'elle faisait du proxénétisme. Fabulous Moolah, vous avez vu Dark Side of the Ring aussi, puis tout ça. Puis là, ben écoute, nous autres, ils ont appelé la I, puis on dit regarde, on veut se dissocier de ça. Nous autres, on veut pas être associés à ça. Fait que il y a des allégations, puis nous autres, on veut pas faire partie de ça. Fait que là, tu sais, à un moment donné, c'est à eux autres de décider où c'est qu'ils mettent leur cash aussi. Là, c'est pas comme si, je veux dire, c'est leur prérogative. Ils ont le droit d'informer le commandité, si on veut, ou le partenaire. Puis là, ben, ils ont révisé le tir. Puis là, ben, regarde, ça a été. Mais la dernière fois, je me suis senti mal de même, c'est ça. Tu sais, il n'y a pas eu d'accusation. Il n'y a pas, tu sais. C'est comme quand on parle de Superfly aussi, là. C'est un peu la même affaire. Il y a tellement de rumeurs que Vince s'est pointé au poste de police avec une valise avec du cash le soir où sa conjointe est décédée. Puis, tu sais, regarde, là, je veux pas dire qu'il y a eu malversation, je veux pas dire qu'il n'y en a pas eu non plus, mais on ne sait pas ce que le pied dansé. Voilà, t'as 100% raison. Non, écoute, puis juste pour les gens qui nous écoutent, on n'est pas tous des Pierre-Carl Ouellette pour dire aux gars, hey, tu l'as-tu tué? Ouais, non, hey, ça, là. Ben, justement, tu sais, pour ceux qui étaient parmi nous la semaine dernière, ben oui, on a posé carrément la question parce que Pierre-Carl Ouellette nous a raconté qu'il avait travaillé avec Invader numéro 2, José Gonzalez, pas présumé, le gars qui a tué Bruiser Brody, puis il nous a raconté qu'il a demandé carrément, tu l'as-tu tué? Alors, c'est assez capoté. Mais bon, je veux pas tourner le fer dans le plaie, Steve. Il y a des gens qui étaient pas là. Martin, je pense qu'on a parlé pas mal de Crown Jewel. Ouais. Mais il y a de quoi là, que moi je veux t'apporter. Je sais pas si tu as vu. Charlotte Flair, ça brasse un moyen temps. Ouais, j'ai lu les dirt sheets. Il y a des gens, des gens de son entourage qui diraient qu'il est temps qu'elle s'en aille. Puis quand on sait que son conjoint est à la AEW, puis que Ric Flair est plus avec la I en plus, ça n'a plus vraiment autant de raisons de rester, là. Oui, mais moi, je suis Vince McMahon. Demain matin, jamais je vais lui donner sa release. Ben non, c'est sûr. Mais la seule raison pourquoi il ne donnera pas, c'est parce qu'il veut pas qu'elle travaille ailleurs. C'est pas parce qu'il se dit que la compagnie dépend d'elle, là, parce qu'il y a bien une affaire que Vince nous a démontré, c'est qu'il n'y a personne de plus gros que la I, là. Non, puis écoute, pour les gens qui savent peut-être pas, quand tu signes un contrat un contrat professionnel. Si tu dis demain matin, OK, je ne lutte plus, j'attends que le contrat s'en va, le contrat il gèle, le contrat arrête. Tu as été 12 mois de performance s'ils ont besoin de toi dans une année. Donc, Charlotte pourrait dire, OK, j'arrête, je suis encore bonne 2 ans de contrat, je ne lutterai pas pendant 2 ans. Ça ne marche pas de même parce que même qu'elle veut le recommencer, le contrat recommence. Non, c'est ça. Donc, c'est ça. Il y a un genre de clause de freeze que tu sais, si t'es pas active, tu peux pas laisser. L'employeur peut, mais pas elle. Oui, exactement. Puis c'est pour ça qu'on voit ça aussi quand je vais donner un exemple, Sami Zayn, qui a été blessé 9 mois, son contrat a été prolongé de 9 mois après. Ouais, c'est ça. Parce que, justement, il pouvait pas... Ben, il n'a pas été prolongé. Il a duré 9 mois courants parce qu'il n'avait pas travaillé pendant 9 mois. Parce que, rappelle-toi quand... puis d'ailleurs, je vais en reparler un petit peu plus tard, mais rappelle-toi quand la I a acheté, ou en tout cas, a ramassé à terre la WCW. Souvenez-vous, là, il y en a plusieurs. Sting en est un, Kevin Nash. Il y a un paquet de monde. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la WCW appartenait à Ted Turner. Ted Turner a fusionné avec Time Warner. Et le contractant, si tu veux, l'entité qui payait les workers, c'était Time Warner. Fait que quand la compagnie a été vendue, s'il y avait un gars qui restait 2 ans à son contrat, c'était pas à la WWE de payer ce contrat-là. C'est Time Warner. Fait qu'il y a un paquet de gars comme Sting, comme un paquet de monde, Lex Luger, même affaire, qui sont restés chez eux à faire la même paye. À partir du moment que la WWE les ramassait, là, il fallait qu'ils négocient avec eux autres ou qu'ils payent le contrat qu'ils avaient déjà. Parce que personne, il y en a une couple qui l'ont fait. Buff Bagwell, il l'a fait. Buff Bagwell, assis chez eux, il gagnait tant, mais lui, il s'est dit,
je vais essayer de m'en aller avec la WWE. Je suis prêt à avoir un manque à gagner pour me regagner un contrat puis faire plus d'argent à long terme. On a vu ce que ça a donné. Il a été là une semaine. Puis ça a l'air que sa mère a déjà appelé Jim Ross pour lui dire il sera pas là, il file pas bien. Mais ça, c'est une autre histoire, on en reparlera. Mais voilà. Fait que dans cette foulée-là, ben c'est exactement ça. Puis fait que l'employeur pourrait dire à quelqu'un reste chez vous, j'ai un contrat, je vais te payer. Mais un worker qui dirait je ne veux plus honorer mon contrat, ils ont des dispositions qui leur permettent de ne pas avoir à les payer et de ne pas les releaser non plus, dans beaucoup de cas. Il y a peut-être des cas spéciaux, un The Rock ou un John Cena, c'est pas la même affaire, pas la même dynamique. Sauf que c'est pas des contrats de 3 ans non plus. Ah ben non. Comme Brock, là, je veux dire, Brock, c'est des combats. Brock, il paye pour des apparitions. C'est complètement différent. Puis j'imagine que si Brock décidait à m'emmener, je me pointe pas, ben ils paieront pas, c'est tout. Là, c'est pas sorcier. Là, voilà. Écoute, Steve, dernier petit point dans les actualités. On va continuer de suivre ça, puis j'en parle, c'est pas parce que je veux brasser de la marde ou que c'est pas parce que je veux potiner ou peu importe, mais le truc de Jacques Rougeau continue de faire jaser, évidemment. On en a parlé, on a vu aussi les articles de Pat Laprade au sujet de Lutte Académie et tout ça, et là, il est sorti autre chose, c'est-à-dire que il y avait déjà eu des mentions à l'effet qu'il y aurait des personnalités du monde de la lutte aux États-Unis qui donneraient un coup de main dans l'aventure pour obtenir des papiers, donc U.T. Marshall, entre autres, à la AEW. Et il y a quelqu'un, un worker québécois, qui a communiqué avec lui pour dire « C'est-tu vrai, ça? » Et ça a été totalement démenti. Alors, ça regarde pas bien, là, cette histoire-là. Moi, Martin, là, j'ai lutté samedi qui vient de passer pour un gala de lutte pour ramasser des fonds pour la Société canadienne du cancer. Tout à ton honneur. On a parlé beaucoup, parce qu'il y avait 2 gars sur place qui, eux autres, allaient faire Lutte Académie. OK. Puis on se parlait entre nous autres, là. Puis on a tout écouté le podcast ensemble de Jer Alain, le WhatsApp podcast que Jacques Rougeau a passé. Ouais. Puis on a tout ensemble noté les mensonges qui se sont dit là, que premièrement, Jacques disait qu'il avait été déçu parce que la WWE il avait promis de remporter ceinture à WrestleMania 10. Moi, j'invite tout le monde à écouter WrestleMania 10. Les Québécois rentrent son champion, puis ils repartent son champion. Donc, tu pouvais pas remporter une ceinture que tu avais déjà. Puis c'était toutes des choses comme ça. Puis malheureusement, Mike Bailey, pas malheureusement, mais Mike Bailey était sur le show, puis Mike attend justement d'avoir un permis de travail aux États-Unis. Pour pouvoir y aller. Pour pouvoir y aller, parce qu'il s'est fait prendre une fois à douane. Là, Mike, ça a été publié, il a donné des entrevues là-dessus. Il est passé à la douane, puis le douanier, c'était un fan de lutte qui l'a reconnu. Fait que c'est pas vrai que tu t'en viens ici de faire de la lutte, t'as pas de permis. Pendant 5 ans, il a pas pu passer. Mais puis Mike nous expliquait toutes les étapes à suivre pour avoir un permis de travail. Tu sais, en tant que Canadien, il faut que tu prouves que tu as un talent exceptionnel, que 2, tu ne voleras pas la job d'un lutteur américain, puis 3, ça te prend un employeur. Donc, faut que tu te pointes là avec une gig déjà, faut que tu aies déjà un contrat, là, ou en tout cas un engagement. C'est ça, tu sais, moi, là, Steve Sauvé, demain matin, supposons que je fais Lutte Académie, puis je gagne, là. Si j'ai pas d'engagement, je n'aurai pas de carte, là. Ah ouais. Donne rien, là. Tu sais, sans nécessairement non plus tomber dans toutes les technicalités, ce qu'on va surtout suivre, c'est à plus haute altitude un petit peu de voir, tu sais, quelle est la réaction dans le monde de la lutte québécoise. Parce que là, il y a eu cette affaire-là, mais il y avait aussi l'attitude qu'on reproche à Jacques d'avoir parlé de la petite lutte du Québec, puis je m'en viens pas ici pour vous voler votre pain, puis tu sais, un peu... c'est un peu ordinaire, là, certains commentaires, on va se le dire. Puis si, tu sais, les workers indie, appelons-les comme ça, québécois, ou en tout cas de la scène québécoise, c'est pas étonnant qu'il ait pris ça de travers un peu, là. On va se le dire, là. Oui, et puis écoute, les gros noms là, de la scène québécoise, puis je nommerai pas les gars, ça sera eux autres à se nommer et à sortir éventuellement, n'y vont pas. On dit non, on ne va pas là. Quand c'était le temps qu'on ait besoin là, de Jacques pour espérer d'avoir un contrat de télé au Québec, il nous a regardé de haut puis il faisait ses shows familiales. Mais là, je te pose... OK.
Là, je veux pas te mettre sur la sellette, mais moi, je peux pas répondre à ça parce que toi, tu es un worker, puis moi, j'en suis pas un. OK? Mais moi, je vais te dire l'impression que ça me donne à distance. OK? Il y a un gars qui est dans la région qui est de l'Outaouais, qui a runné des shows aussi à Hawkesbury, qui s'appelle Devon Nicholson ou Hannibal TV. Allez voir ça. Là. Écoute, c'est le meilleur gars au Canada pour faire des shows d'interview. Puis, tu sais, je peux le comparer avec des RF vidéo puis avec des gars comme ça. Okay? C'est un peu notre Conrad Thompson à nous autres au Canada. Et là, ben, il est en train de se bâtir une maudite belle petite niche sur YouTube et tout ça. Il a reçu Jacques, il a reçu Raymond, il a reçu Ronnie Garvin, il a reçu PCO, il a reçu un paquet de monde. Là, il est en train de bâtir de quoi de popper pas en tout avec sa chaîne YouTube. De un. De deux, arrive Dark Side of the Ring, qui est également une production canadienne, rappelons-le, qui a beaucoup de succès aux États-Unis, mais qui est Vice TV, c'est canadien. Ça a plein de ramifications américaines, là, on s'entend, là, ça, il n'y a pas de problème. Là, mais, tu sais, fait que là, il y a comme un petit momentum, tu sais, il commence à se bâtir une business de shoot, puis de lutte, puis au Canada anglais. Puis écoute, Jacques, faut lui donner ce qui lui revient, là, tu sais, je veux dire, il y a eu une bonne run à WWE, il y a eu une bonne run dans les années 80 avec son frère, tu sais, je veux dire, l'histoire de Jacques Rougeau, il n'a rien volé, là, tu sais, le Mountie, c'était vraiment cool, tout ça. Puis là, ben... Puis la culture des podcasts de lutte aussi, tu sais, de shoot, de lutte, de lutteurs, de workers qui shoot, qui sont, tu sais, ça a commencé, je veux dire, Stone Cold est arrivé, Jim Ross, tout le monde était, Chris Jericho, qui écoute, c'est un empire, là, son affaire de podcast. Puis là, ben, whoop, tu vois ça, tu sais, arriver, ben là, Jacques il est rendu avec un podcast. Puis là, Jacques il est rendu, tu sais, il a été invité à Dark Side of the Ring. Puis là, Jacques, tu sais, ça me donne l'impression que là, il essaie de puis il a le droit, là. Moi, j'ai rien contre ça, mais ça donne l'impression qu'il essaie un peu de, tu sais, bâtir sa niche là-dedans, lui, ici. Puis parce qu'il a travaillé aux States, ce qu'on peut pas nier, tu sais, qu'il a été dans le Big Show lui-même. Ben là, tu sais, c'est comme si tout ce qui est pas fait par lui n'a pas la même envergure. T'sais, c'est ça que ça me donne comme impression. Puis moi, ça me donne l'impression qu'il a échappé un petit peu. Il a échappé un petit peu, tu sais, parce que moi, j'ai pas de raison. Je sais qu'il y a plein d'affaires qui se passent backstage, puis je suis pas dans le secret des dieux, mais tu sais, j'ai pas de raison de penser que ce gars-là, il est fondamentalement malveillant, sauf que c'est très maladroit comment il est en train de faire ça, mon opinion. Ben écoute, nous autres, samedi, de ce qu'on parlait beaucoup, là, entre nous autres, les workers, c'est premièrement, là, si tu veux faire ça, ça te prend une plateforme télé. C'est clair. Donc, si t'as pas de contrat de TV, cancelle le projet, là. Puis, tu sais, quand tu dis là, que la WWE sur TVA Sport attire pas 100 000 personnes par semaine. Non, c'est la lutte au Québec, la lutte, tu sais, là, mainstream, m'appeler ça comme ça, là, mon opinion, c'est que ça demeure de la niche. C'est pas du mainstream. C'est un produit mainstream, mais c'est relativement niché, là. Tu sais, puis rien contre Kevin puis contre Pat Laprade, là, qui font une bonne job. C'est pas ça le point, là. Mais tu sais, c'est 1 heure. C'est pas pareil, là. C'est ça. Puis là, c'est là que je m'en allais. Si tu prends à RDS, écoute, ils ont retiré la lutte parce que les codes d'écoute n'étaient pas bonnes, là. Donc, si on t'a pas de contrat de télé, parce que c'est pas TVA, c'est pas Novo qui va te donner un contrat, là. C'est une chaîne sportive qui est, si t'espères. Ben, c'est encore drôle. Il va te rester quoi? Il va te rester quoi? Hannibal TV. Devon, supposons qu'on publie ça sur Hannibal TV. Y a-tu un sponsor qui va te donner 20 000 minimalement pour le 20 000 de prix qu'il a remporté? C'est 4 bourses de 5 000. Puis tu sais, regarde, là, Steve, moi, te le dire, là, tu sais, les coûts de production de faire ça, là, tu sais, il y a 20 000 en prix. Produire un épisode va coûter plus cher que ça. Là. C'est ça. Donc, écoute, je pense que l'idée est belle, est bonne, elle est fun. Absolument. C'est une bonne idée. Mais avant de commencer ça, va donc chercher vraiment ton contrat de TV. Ben, là, il y a des affaires, par contre, je veux pas défendre la démarche, ben, peut-être un peu, mais tu sais, moi, je sais pas, là,
Mais là, tu sais, on parle pas d'un podcast qui coûte à peu près rien à produire. Là. Tu parles de quelque chose à la TV, ça va prendre du multicam, ça va prendre, tu sais, je veux dire, tu parles d'une vraie prod, là. Ben, tu sais, au-delà, avant même de parler de comment ça coûte, puis as-tu un contrat de TV, tu sais, ça va te prendre un partenaire publicitaire, tu sais, ça va te prendre quelqu'un qui est prêt à sortir 100 000, mettons, puis mettre ça sur ce projet-là pour, tu sais, le faire partie de la production. Si t'as pas ça, puis, hey, là, sortez-moi tout ce que vous voulez. Là, on va le faire sur le web pareil. Même aux États-Unis, il y a un paquet de promotions qui ont essayé. Regardez, même NWA Power, tu sais, je veux dire, OK, Billy Corgan, il a bien de l'argent, là, puis c'est correct, là. Mais, tu sais, regardez même NWA Power, tu sais, tu regardes les codes d'écoute américaines, c'est bon, là, tu sais, il n'y aura jamais de comparable à faire au Québec, ne serait-ce que sur la base du nombre de personnes. Puis, ils n'ont jamais été capables de rendre ça, tu sais, c'est encore mitigé comme... Puis là, ben, ils n'ont pas été chanceux. Il y a la pandémie, ils ne peuvent pas faire de house shows pour financer. Je veux dire, la TV ne peut pas servir à builder up les house shows ou en tout cas les pay-per-view. Il n'y en a pas. Il y en a eu très peu, mais en tout cas, ça me donne l'impression d'une espèce de grosse canne de verre, là, tu sais, que, je veux dire, ça a été, sur le fond, c'est une très bonne idée. Ça serait excessivement intéressant à regarder, particulièrement pour les fans. Puis pour un gars comme toi aussi, Steve, c'est tout du monde avec qui tu aurais travaillé, tu sais, il y aurait eu... Oui, puis j'aimerais ça, voir les boys là, mais présentement, je pense que le contexte ne le permet peut-être pas. Ouais, puis, mais... Ça a peut-être été fait à l'envers un peu. Trouve-toi une chaîne, trouve-toi des partenaires, puis après ça, part l'affaire. Mais là, on dirait qu'il a voulu, tu sais, fort de ce que je t'expliquais un peu plus tôt, l'espèce de buzz et tout ça, on dirait qu'il a voulu, tu sais, if you build it, they will come. Mais pas en contexte qu'on est présentement. Tu sais, les gens qui vont s'associer à ça, il faut qu'ils voient un rendement, là, tu sais, au niveau financier, là, c'est clair. Là. Ben oui, c'est bien le fun, là, mais il faut que ça paye les billes. Oui, écoute, que tu t'appelles Jacques Rougeau, Bret Hart, Hulk Hogan, si tu viens me voir, puis je suis un homme d'affaires, supposons que je suis Pierre-Carl Pellado, là, whatever, j'ai de l'argent qui me sort par les oreilles, tu me dis, hey, t'embarques-tu là-dedans? Puis là, je vais te demander, la première question, où c'est que ça va passer? Sur Internet. Ben non, c'est ça. Puis tu sais, regarde, là, même, on peut parler de la promotion qu'il y a à Québec, là, qui se déroule au cirque. La NSPW. La NSPW avec Robert Lepage et tout ça. Tu sais, je veux dire, ils n'ont pas fait d'esclandre avec ça. Ils font le show, ils font leurs affaires, le monde aime ça. Mais non, là, il faut qu'on arrive, puis le gros scénario hollywoodien, pas de partner, rien, puis venez-vous-en, puis en tout cas... Écoute, si ça voit le jour, je vais regarder, c'est sûr. On va regarder. Oui, les gens qui sont avec nous autres, c'est des fans de lutte. Sauf que là, ben regarde, ça semble pas avoir la traction que le principal intéressé et organisateur semble dire que ça a. Bonne chance. Moi, j'écoute personnellement rien contre la personne. Mais, tu sais, écoute, il semble y avoir en tout cas un simili-consensus à l'effet que c'est pas net, là. Tu sais, c'est pas puis je veux pas dire... je me suis mal exprimé. Je veux dire, ça n'a pas l'air solide comme projet. On va le dire. Moi, ce que je vais dire, c'est, écoute, si ça peut marcher, tant mieux. Ça va donner une vitrine à la lutte au Québec. Ça va donner de la chance à des gars d'ici de peut-être se faire voir. Voilà. Tant mieux même si c'est un contrat aux États, man, je vais être le premier content. Je vais sûrement payer un billet pour aller te voir lutter, mais que tu sois pas trop loin dans le bout de Boston. Mais... la réalité veut que présentement, t'es mieux de m'apporter bien des choses si tu veux que je croie en ton projet. Hey, Steve, parlant d'apporter des choses, toi, tu nous as apporté quelque chose. C'est une chronique sur une figure bien connue du monde, peut-être méconnue plutôt, du monde de la lutte au Québec. On vous garde en haleine. On fait une très courte pause, puis on vous revient avec la chronique à Steve. Les crosseurs, ils les dénoncent. Les charlatans, ils les pourfendent. Les mythes, ils les brisent. Les tabous, ils les enculent. Ben oui, le crachoir, les dimanches 20h sur radio h2o.ca. Steve, de qui tu nous parles cette semaine? Ben, cette semaine, là, on va parler d'un gars qui a un parcours assez incroyable. Je t'explique, Martin, lorsqu'on parle de lutte professionnelle au Québec, on parle souvent du promoteur Frank Valois. Absolument. Son nom revient souvent dans les conversations, mais on semble oublier quelque chose.
Frank Valois, avant tout, c'était un lutteur. Pour ceux, Frank Valois, c'est un promoteur évidemment bien connu, mais le gars qui a emmené André en Amérique du Nord, c'est Frank Valois. T'es en train déjà de se couper, il était pas paragraphe. Ben, il était pas lutteur. Moi, je pensais que tu nous parlais du lutteur. Je m'excuse. Non, mais regarde, c'est ça, Martin. Bon, ben, vas-y, excuse-moi. Je voulais pas stealer ton Thunder. C'est simple, hein. Toi, Martin, là, t'es une bible de lutte. Ouais. Puis, la bible de lutte, dans toi, là, elle ressort. Dès qu'on t'emmène dans quelque chose que, hey, c'est quelque chose, c'est beau à voir. Sérieux, là, j'aime ça. Je suis désolé, écoute, je pensais que tu parlerais plus de sa... Parce que je connais un peu sa carrière de lutteur aussi. Oui. Mais je pensais que c'était plus là que t'allais, mais je m'excuse. Je te laisse aller, mon cher. Je m'en allais dire, comme c'est plusieurs, c'est souvent le cas pour des lutteurs au Québec. Valois, c'est pas ici qu'il a fait sa marque. Parce que c'est en Europe que Frank Valois a connu ses plus belles années en tant que lutteur. Et je m'en allais vous dire que saviez-vous, les boys, que c'est justement en Europe que Frank Valois a rencontré 2 lutteurs, Martin. Pas juste André. Il a rencontré aussi un gars du nom d'Édouard Carpentier. Son premier break en Europe à Frank Valois, il l'a eu en 1949. Il avait eu une invitation pour aller faire une tournée de 3 semaines. Finalement, sa run a duré 3 ans. Okay. Il était tellement populaire en Europe qu'il a même joué dans des films, puis qu'il a fait des pièces de théâtre. Ah, t'as voir, ça. Tu vois, là, regarde ça, je savais pas ça, Steve. Savais-tu aussi, Martin, je sais pas, là, je te le demande, que Frank Valois, là, en Europe, il a été engagé pour être le garde du corps du général Charles de Gaulle. Non, ça, je savais pas ça, par exemple. Hey, là, je suis content. Ouais, non, là, tu m'as, là, mais ben, je te laisse aller, parce que j'imagine que tu vas nous raconter qu'il a été au States aussi un petit peu, là, quand même, là. Oui, il me semble que je t'en parle. Écoute, il faut comprendre, hein, cette chronique-là fait 2-3 semaines que je l'ai écrit. Là, j'y vais pareil de mémoire, mais je l'ai devant moi aussi. Là. Frank Valois a vu le jour le 17 décembre 21. Au début, Frank Valois, c'est un joueur de basketball. Il jouait pour l'Académie Kent d'Outremont. Il faut savoir qu'à 15 ans, Valois mesurait déjà 6 pieds et qu'il pesait 200 livres. Un petit bonhomme. C'est à ce moment-là qu'il a croisé le chemin d'un dénommé Yvon Robert. Robert, quand il a vu Valois, a dit un commentaire qui ne passerait plus aujourd'hui, mais il a dit à Frank Valois, il dit « Ça ne te tenterait pas de faire un sport pour homme au lieu de faire un petit sport comme du basketball. » OK. En 1939, alors qu'il était âgé de 18 ans, Valois a commencé à lutter, puis il luttait contre des hommes, là, puis des hommes bien établis. Il remportait pas ses combats, mais il faut comprendre quelque chose, il les perdait pas. Parce que des combats de 20 minutes, ça se rendait souvent à limite de temps. Parce que dans ces années-là, dans les années 30, là, il n'y avait pas nécessairement un booker qui disait « Hey, ça va finir de même. » là. C'était souvent du shoot puis du stiff wrestling. Là. Ouais, il y en avait effectivement beaucoup. Écoute, si cette époque-là, c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite à aller écouter. Il y a une série d'épisodes dans la saison 4 du Coréron où je parle justement du Goldust Trio et des espèces de parrains de la lutte moderne, mais tu sais, au tournant du siècle, là, on en parle assez abondamment. Là, on parle de Strangler Lewis, on parle de toutes ces Tootsmonts, puis tous ces gars-là. Fait que, tu sais, Frank Valois, c'est un peu notre espèce d'équivalent d'eux autres, là, mais tu sais, version canadienne-française, on va dire ça comme ça. Ouais. Puis Valois, ben écoute, il était talentueux, puis quand tu as du talent dans la vie, ben ça faut ouvrir les yeux. Puis c'est ce qui est arrivé avec lui, parce qu'il y a un gars du nom d'Eddie Quinn qui l'a envoyé travailler aux États-Unis pour le propriétaire Paul Bowser. C'est là que Fernand Valois est devenu Frank Valois. Voilà. Il est resté aux États-Unis pendant 7 ans. Il a fait les territoires de Boston, du Texas, de la Caroline du Nord, puis de la Floride, avant de finalement revenir au Canada, mais en Ontario. Okay. Comme si c'était passé à son retour au Canada, il a quitté pour l'Europe un périple de 3 ans, comme je disais tantôt.
Eddie Quinn aussi, il est important dans cette équation-là, Steve, parce que ça a été un promoteur à Montréal avant justement que Valois en devienne un. Puis lui-même est originaire du Massachusetts, donc il était très impliqué à Boston aussi. Fait que toute la filière, pour ceux qui seraient peut-être pas au courant, comme Pat Patterson, quand il est parti aux États-Unis, son premier stop, ça a été à Boston. C'était un peu l'espèce de pseudo-passage obligé parce que, un, c'était pas trop loin. Deux, Eddie Quinn, il y avait une propension, justement, à engager des Montréalais. Puis, même si tu avais voulu aller travailler à New York, c'était le père Avins qui était là. Pas à cette époque-là, mais à partir des années 60, tout le nord-est américain, c'était chasse-gardée de la famille McMahon. Fait que Boston, c'est juste un peu plus loin. Puis là, tu pouvais pas commencer ton périple américain. Fait que Frank Valois a passé un peu par le même chemin qu'un peu tout le monde, là, en fait, qui ont eu du succès aux States dans ces années-là. Puis si Frank Valois il a connu la gloire, là, sa carrière, il faut savoir qu'elle s'est déroulée en 2 temps. Pourquoi? Parce qu'en 1945, Frank Valois il a été impliqué dans un accident de la route. Sa voiture a frappé de plein fouet, a été frappée de plein fouet par un camion citerne. Okay. À l'hôpital, Valois il aurait dit au médecin de faire tout ce qu'il pouvait faire, mais qu'il fallait absolument qu'il soit capable de marcher pour faire de la lutte. Parce que c'était la seule chose qu'il savait faire. L'accident l'a mis sur la touche pendant 2 ans. Après ça, quand il est revenu, c'était plus le même lutteur parce qu'on s'entend que 2 ans d'inactivité, ça magane un gars. Ah, c'est clair. Puis tu deviens ring rusty aussi, là. Ben oui. Puis après une carrière de 41 ans, Frank Valois a définitivement accroché ses bottes de lutte au début des années 80. Puis c'est là qu'il s'est associé à un certain Gino Brito, puis qui est devenu promoteur, puis qui ont fondé les promotions Varoussac. Voilà. Puis Varoussac, André était là-dedans. André était là-dedans. Comme promoteur, Valois, il était vraiment respecté. Le VA de Varoussac, c'était Valois. Le Rousse, c'était André Roussimoff, qui est le vrai nom d'André. Puis le SAC, je ne sais pas, mais ça doit venir du vrai nom de Gino Brito, je présume. Là, Ouais, c'est... écoute, il faudrait, là, parce que c'est pas Britain, là, ne pensez pas ça. Non, c'est ça. En fait, il avait emprunté ce nom-là aussi, là, mais peu importe, de toute façon. Mais Varoussac, c'était ces 3 gars-là, qui étaient la compétition des Rougeaux, là. C'était reconnu qu'avec Frank Valois, là, c'était jamais gris. Hein. C'était noir ou c'était blanc. Sa fille, même que sa fille travaillait avec lui à l'époque, puis elle raconte que quand il était promoteur, il n'y a jamais eu un chèque qui a rebondi. Valois se privait lui-même pour être capable de payer ses workers. Puis ça, là, c'est un exploit, parce qu'à la lutte, à l'époque, là, des gars qui sont mis de l'argent dans les poches qui ont sorti par les portes en arrière à l'aréna, là, il y en a une maudite gang. Ah non, c'est clair. Puis, tu sais, j'en ai parlé souvent, mais tu sais, puis même quand tu as parlé un peu de Pat Girard et tout ça, mais tu sais, fut une époque où est-ce que, tu sais, même par les workers, tu sais, on parlait de Bruiser Brody qui était très difficile à faire affaire avec en business parce que il y avait des promoteurs qui avaient une réputation aussi, là, tu sais, d'abuser. Et je parle monétairement de leurs workers, là. Ben oui. Puis, Frank Valois, en terminant, Martin, là, il a souvent fait des entrevues parce qu'à l'époque, les médias se l'arrachaient. Mm-hmm. Il demandait c'est quoi qui t'a fait le plus mal à la lutte? T'sais, c'est quelle prise qui vous a fait le plus mal? Quelle blessure vous a fait le plus mal? Puis lui, il a toujours dit que ce qui avait fait le plus mal dans la vie, c'était le départ de Jean Ferré pour les États-Unis. Ah ben là, c'est sûr. Parce que là, ce qu'il faut comprendre aussi, là, puis là, je vais peut-être déroger un petit peu de ce dont tu parlais, de la carrière de Frank Valois comme worker. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Frank Valois, c'était également ce qu'on appelle le handler d'André. Là. Tu sais, c'est lui qui le suivait partout, c'est lui qui organisait ses bookings, c'est lui qui le prenait en charge. Puis à l'époque, André parlait pas anglais, là. Fait que, Frank, il s'occupait de ces affaires-là, mais moi, j'en ai parlé, je pense, dans un épisode passé, quand tu nous as dit que tu nous parlerais de Frank Valois, mais, Frank Valois, il a lutté au Madison Square Garden, là. Il a déjà eu un match, d'ailleurs, avec
Ron Fuller, de la dynastie des Fuller, dont j'ai déjà parlé. Là, écoute, une famille qui, à un certain moment, possédait peut-être 60% des participations dans peut-être 60% des territoires de lutte en Amérique du Nord. Là, c'est absolument démentiel. Là, depuis 100 ans, il y a la famille Welsh et la famille Fuller. C'est la même gang. Là, ça s'est marié là-dedans, en tout cas. Mais tu sais, puis il y a même un épisode dans lequel Ron Fuller raconte que, tu sais, justement, une des premières fois qu'il a travaillé au Madison Square Garden, parce qu'on était à l'époque des territoires, c'est pas parce que tu travaillais en Floride que tu peux pas te faire booker par Vince McMahon Senior à un moment donné. Puis il a partagé le vestiaire avec Frank Valois, puis c'est comme ça qu'il l'a connu, puis c'est un peu grâce à ça qu'il est devenu un grand ami d'André the Giant aussi, parce qu'il savait la connexion entre Frank et André. Alors, non, c'est super intéressant. Puis, écoute, tu sais, c'en est une autre des figures mythiques. Tu sais, d'ailleurs, si vous voulez, éventuellement, si la scène locale vous intéresse, je vous invite à aller voir le travail de Pat Laprade, Mad Dog, Midgets and Screwjobs, je pense, où il raconte un peu. En français, le livre s'appelle « À la semaine prochaine, si Dieu le veut ». Je pense que oui, effectivement. Puis, écoute, c'est pas compliqué, là. C'est l'historique du tournant du siècle à peu près aujourd'hui de l'histoire de la scène de la lutte montréalaise, là, québécoise. Ils vont vous parler du premier Screwjob qui a eu lieu au Forum de Montréal entre Henry de Glenn puis Strangler Ed Lewis. Ils vont vous parler de Mad Dog, ils vont vous parler de Frank Valois, d'Eddie Quinn, de Pat Girard, de toutes ces affaires-là. Fait que si à un moment donné, vous êtes pogné d'un échange de cadeaux cette année, ben, puis vous avez un conjoint, ami ou peu importe que vous avez pigé quelqu'un, ben c'est un excellent choix et vous encouragez, bien sûr, un auteur québécois. Ben, hey, Steve, un gros merci. Je veux pas couper court. Martin, j'ai pas fini. Ah, excuse-moi, bon, j'étais sûr que... Je veux juste spécifier... Ah, ben mal, cette chronique-là. Il faut tu à farmer ma gueule. Vas-y. Je voulais juste spécifier que Frank Valois, il est décédé le 31 décembre 1998 à l'âge de 77 ans. Quand même, hein? Âge honorable et une vie, écoute, assez mouvementée là, pour ce c'est une vie passée entre les câbles. Bon, ben écoute, justement, nous autres, on va passer entre les câbles pour une très courte pause, puis on vous revient tout de suite après, parce que là, ça va être notre top 5 des meilleurs WrestleMania de 0 à... Ben, de 0. Il n'y a pas eu de WrestleMania de 0, mais de 1 à 20. Les 20 premiers. On revient tout de suite après ceci. Alors bonjour, ici Hubert Reeves, grand amateur de l'espace et de 70% sur les ondes de radio H2O et de l'univers. So this goes to all my freaks out there. Big Papa Pump needs your hookup. Holler if you hear me. Oui, Big Papa Pump. Et ben, malheureusement, moi, il ne figure pas dans aucun... je ne pense pas dans aucun des Mania dont je vais parler. Mais là, voici, je vous fais un petit rappel. C'est-à-dire que nous allons traiter, moi et Steve, de notre top 5 des WrestleMania des éditions 1 à 20. Et là, ben, regarde ça c'est chanceux. Direct devant moi, une belle araignée qui descend tranquillement. Alors voilà, Arachnoman devant moi. Je vais commencer, Steve, OK? Ben, vas-y. Fait qu'on y va avec ça. Number 5. Moi, je commence avec celui qui m'a... Bon, mes critères de sélection, c'était-tu bon? Est-ce que c'était important? Est-ce qu'il y a eu des matchs qui ont passé à l'histoire? Tu sais, si on a un Mania super gros, tu le quittes, mais qu'il n'y a pas eu de match qui a passé à l'histoire dedans, il n'est pas dans mon top 5. Alors, pour moi, je peux pas commencer par un autre que WrestleMania 3. Ça a été... tu sais, j'ai vu le premier, j'ai vu WrestleMania 2. J'étais pas vieux, puis c'était des cassettes au club vidéo du coin, puis tout. Sauf que
C'était la première fois que je voyais autant de monde. Pour ceux qui sont avec nous sur Twitch, que vous voyez en arrière de moi, c'est à peu près la vue que vous auriez eu des bleachers au Silverdome. Pontiac Silverdome au Michigan, en banlieue de Détroit. Puis, écoute, ça a été un record, 93, je le sais par cœur, 93 173 personnes. La passation du flambeau de André à Hulk Hogan, le match de Macho Man contre Steamboat. Écoute, Alice Cooper dans le ring avec un serpent, puis Jake the Snake. King Kong Bundy, Little Beaver, le 80 Kid, Lord Littlebrook. Écoute, là, c'est anthologique, mythique. Le WrestleMania devenait... tu sais, WrestleMania 1, c'était Rock and Wrestling, MTV qui arrive, tu sais, on chum avec des vedettes. WrestleMania 2, c'est un peu comme si Vince flexait ses muscles un peu. T'sais. On est dans 3 villes différentes, en pay-per-view, en simultané, tout. WrestleMania 3, c'est la lutte, c'est maintenant le Super Bowl. On est dans l'envergure du Super Bowl. En plus, WrestleMania 3, Martin, là, premier match, c'est un Québécois. C'est Rick Martel en équipe avec Tom Zink. Absolument, absolument. Avec Tom Zink, le maillet. Répétons-le, parce qu'on a raconté un peu l'histoire. J'ai raconté l'histoire dans un épisode. Alors voilà, moi, au number 5, c'est WrestleMania 3. Toi, mon cher Steve. Moi, Martin, j'ai pas fait nécessairement le même classement que toi. Là. Moi, je commence de mon plus bas à mon plus haut là, de mes WrestleMania. Mais pour moi, là, mon pay-per-view préféré, tantôt, toi, tu disais que c'était le Royal Rumble. Moi, ça a tout le temps été le King of the Ring. Ah, ben donc, oui, c'est plate, mais là, il n'est plus là. C'est ça le problème. Donc, pour moi, WrestleMania 4, hey, c'était un tournoi. Puis en plus, je sais pas si tu te rappelles, mais dès que la deuxième ronde commence, Andre puis Hogan, ils se font disqualifier. Fait que là, on le sait qu'on va avoir un nouveau champion. Moi, WrestleMania 4, il n'y a rien qui battait ça. Tu sais pourquoi aussi, hein? C'est parce qu'ils ont essayé de faire un peu de millage sur la folie qu'avait été WrestleMania 3, mais André était plus capable de worker dans le ring. Là. C'était fini. Là. Il y avait une gaine, puis son dos était... physiquement, il était plus apte. Puis imaginez, juste pour vous mettre ça en perspective, comment ce gars-là a donné à business. Ça, on a parlé de WrestleMania 3. Il était là à WrestleMania 2 aussi, là, puis premier aussi avec Big John Studd, tout ça, mais il est allé jusqu'à 6. Il en a fait 3 autres après. Puis même à WrestleMania 7, je pense qu'il était... Ouais, il lutte à Kaku. Non, ça c'est 6, mais à 7, il vient aider Big Boss Man qui est dans une feud avec, je me souviens pas qui, il vient y donner un coup. Je me demande si c'est pas le Ted DiBiase ou en tout cas. Mais non, WrestleMania 4, c'est un excellent choix. Moi, c'est dans les vieux, là, c'est un de mes préférés. Hey, puis si me permet, Steve, on a un chum qui s'est joint à nous pour la première fois. Salutations, mon cher Barbu de Ville. Si vous connaissez pas le Barbu de Ville, chroniqueur sportif, créateur de contenu, auteur, allez faire un tour, allez voir sa page Facebook puis ses affaires. Salut mon chum, bienvenue parmi nous. C'est sa première visite. On continue mon Steve et là on s'en va au number 4. Moi, mon numéro 4, parce que c'est un excellent gars-là, à part un combat qui est vraiment weird, c'est WrestleMania 10. Le meilleur combat d'ouverture de l'histoire des Mania qui ne sera jamais battu, c'est Bret contre Owen. Le ladder match Razor contre Shawn Michaels, au cours duquel, pour ceux qui ne le sauraient pas, Vince voulait le tuer quand ils sont revenus backstage parce qu'écoute, ils ont mangé du temps sans aucun bon sens. Tous les old schoolers, ils voulaient sacrer une volée à Shawn Michaels, incluant Macho Man, parce qu'il y a les Smoking Guns avaient un match, ils n'ont pas pu l'avoir parce qu'il a mangé du temps. Évidemment, aussi, ça a été, tu sais, je trouvais ça intéressant quand même. Ça a été, je pense que c'est la première fois que tu avais un gars à Mania qui avait plus qu'un combat, à part le tournoi de WrestleMania 4, là, mais je te parle qu'il n'était pas dans un contexte de tournoi en tant que tel. Évidemment, parce que Bret remporte... follow-up de WrestleMania 9, Yokozuna bat Bret, parce que Bret s'est fait pitcher du sable d'en face par Mr. Fuji. Hogan arrive, puis là, on donne la belt à Hogan et tout ça. Puis là, Hogan, il est plus là. Fait que là, Bret, il a ça, la résultante de sa feud. Et là, il remporte la ceinture. Et voilà, un pay-per-view absolument magique. Pas grandiose, parce que, tu sais, pour ceux qui... Maintenant, c'est plus comme ça, mais à cette époque-là, Madison Square Garden, il y avait juste... tu pouvais pas disposer
le Madison Square Garden pour Mania, comme on le voit maintenant dans les Raw et tout ça. La porte, elle donnait vraiment sa hard cam juste en arrière du ring. Fait qu'il n'y avait pas d'entrée qui durait 20 minutes là, pour se rendre jusqu'au ring, que les gars sont blow-up quand ils arrivent au ring. Là. Fait que ça donnait une impression plus intime un peu, plus ça ressemblait plus au premier Mania, justement, qui avait eu lieu, évidemment, au Madison Square Garden. Magique. Tu sais, un Mania avec plein de bons matchs, mais il y a eu un match de marde. Il faut que j'en parle. Le match de marde, c'est vraiment le match entre Crush puis Macho Man. Qu'on savait pas si c'était un no DQ, un last man standing ou un false count anywhere. Écoute bien, c'était quoi le règlement? Je sais pas si tu te rappelles. Fallait que pour gagner, il fallait que tu pines le gars à l'extérieur du ring et qu'il ne puisse pas revenir dans le ring pendant 60 secondes. Essaye de me qualifier ça. C'est pas un last man standing, c'est pas un false count anywhere, c'est pas un no DQ. Fait que, écoute, ça n'a pas été un des meilleurs Mania de Macho Man. Puis de toute façon, Crush, toujours été un peu overrated, mais il était très fort, très gros. Là. Mais voilà, fait que moi, mon number 4, c'est WrestleMania 10. C'est à toi, mon cher Steve. Écoute, Martin, on va se faire accuser, ou je vais me faire accuser de plagiat ou de manque d'originalité. Mon numéro 4 était WrestleMania 10. T'es pas original. Mais... Oui, effectivement, le match Owen Hart contre Bret Hart était incroyable, mais ce n'est pas le match de ce WrestleMania-là. Le match de ce WrestleMania-là, c'est Shawn Michaels Razor Ramon. D'ailleurs, c'est le premier match de la WWF qui a reçu 5 étoiles de Dave Meltzer. Et ce match-là a été élu match de l'année par le Pro Wrestling Illustrated. Oh, c'est sûr, c'est sûr. Puis écoute, pour la petite histoire, par exemple, il est important de dire que, tu sais, comme quoi la fiode entre Bret et Shawn foisonnait déjà. Tu sais, parmi les premières instances de ladder match qu'on dénote au Canada, ça a été à Stampede Wrestling. Et Bret Hart a été un des premiers. Et il avait suggéré à plusieurs reprises, préalablement à Mania 10, de faire des ladder matchs. Et il y en avait même déjà eu un avec Shawn Michaels, justement. C'était à Washington. Je me souviens pas si c'était un house show ou peu importe. Et là, ben, de là est venue l'idée d'avoir un ladder match. Puis, tu sais, si vous vous souvenez, là, Shawn avait été un peu bum ses bords, il avait été suspendu. Il était champion quand il a été suspendu. Kayfabe, storyline. Puis là, ben, après ça, il y a eu des matchs. Razor a gagné la ceinture. Puis là, il y avait 2 ceintures de champion intercontinental. Puis en haut de l'échelle, il en pendait 2. Fallait que tu arraches les 2 pour gagner. Puis là, ben, on connaît la petite histoire. On connaît la petite histoire de la suite des choses. Mais effectivement, écoute. Fait que là tu sais, dans ce pay-per-view-là, t'as Bret Owen, qui est un classique. Là. Ils battront jamais le premier match de Mania qu'à Mania 10. Toutes les circonstances gagnantes étaient là. Après ça, tu as le ladder match, bien sûr, de Razor, tout ça. Puis tu as eu toute tu sais, on était aussi au début de Bret, Shawn, Owen qui commençait justement à prendre du galon. Ils ont donné une victoire quand même clean à Owen contre Bret dans le premier match. Fait que non, c'est une pièce d'anthologie, c'est clair. Et c'est un excellent choix parce que c'est le même que moi, numéro 4. On continue ça, mon Steve. Number 3. Ouais, je vous rappelle que pour moi, c'est l'importance. Est-ce qu'il y avait des bons matchs dans ce Mania-là? Ben, là, mon numéro 3, on se rappelle que je parle des Mania de 0 à 20, mais mon numéro 3, moi, c'est strictement à cause de l'importance qu'a eu ce WrestleMania-là, et moi, c'est WrestleMania 14, évidemment, avec l'implication de Mike Tyson, Stone Cold contre Shawn Michaels, évidemment. Souvenez-vous que c'est en 98, Bret est parti. Stone Cold Mania avec évidemment le méchant Mr. McMahon a commencé là. Shawn Michaels est blessé au dos, il faut qu'il tire sa révérence. Undertaker qui s'est tapé les mains pour que si jamais Shawn ne drop pas à belt pour qu'il puisse aller sacrer une volée shoot style là. Il n'était pas question que Shawn ne drop pas à belt. Et ben écoute, c'est l'Attitude Era qui rencontre la WWE qui finit par battre la WCW dans les ratings de la guerre des lundis. C'est un pay-per-view pivot dans
la Cartoon Era et le pont entre la Cartoon Era et l'Attitude Era et évidemment l'arrivée de Stone Cold. Pour moi, c'est un pay-per-view très important. Au niveau des matchs, il n'y a pas eu nécessairement tant d'affaires que ça à écrire à sa mère. D'ailleurs, c'était le début de Kane Undertaker, qu'on a vu se battre dans le ring 783 000 fois, que ce soit à Raw, Mania, Gimmick Match, House Show, Spot Show. Mais, fait que voilà, c'est ça mon numéro 3, c'est WrestleMania 14. Et toi, mon cher Steve? Mon numéro 3, c'est un show qui a été organisé au Skydome de Toronto. C'est WrestleMania 18. Mm-hmm. C'est le dernier WrestleMania là, sur la dénomination WWF. Ce show-là, on a eu Steve Austin contre Scott Hall. On a eu. Et rappelons que Scott Hall était fini fret et que Steve n'est pas très fier de ce combat-là. Puis c'est un des WrestleMania, Martin, là, qui a été le plus mal booké, puis je m'explique. Parce que t'as eu Scott Hall contre Steve Austin. T'as eu après ça Undertaker contre Ric Flair. T'avais en finale Triple H contre Chris Jericho pour l'Undisputed WWF Championship. Ouais. Mais t'avais aussi Hulk Hogan contre The Rock, qui, ce match-là, a volé le show. Ah ben oui, c'est sûr. Puis je sais où tu t'en vas avec ton mal booké aussi, là. C'était la finale de la soirée. Ouais, mais il n'y a pas juste ça. Ben, tu as 100% raison, mais l'autre raison pourquoi ça a été mal booké, c'est parce que Hogan a essayé de les avertir. Il a dit, vous pourrez jamais me mettre heel à Toronto. Je vais me faire applaudir, c'est sûr. Puis The Rock était face. Puis ils ont eu absolument raison. Et c'est probablement le audible, le call dans le ring le plus marquant de l'histoire de WrestleMania. Et peut-être même de la WWE, parce que dans le ring, il a fallu on the spot, qu'il change le finish. Parce que il pouvait pas booker Hulk Hogan comme un heel à Toronto. Et on le sait, Hogan, c'est un politicien de backstage, a pu finir. Il y a certainement ses défauts, mais il avait raison. Tu peux pas me booker heel à Toronto. C'est un peu comme essayer de booker Bret Hart heel en Allemagne, là. Okay, oublie ça, là. En Allemagne, Bret Hart, là, même PCO en a parlé la semaine passée. En Allemagne, là, c'est Bret Hart, c'est les Beatles, là. Les petites filles par connaissance. Il faisait tomber les filles sa connaissance. C'est ça, exactement. Mais WrestleMania 18, très bon WrestleMania. Ouais, puis écoute, j'essaie de me souvenir aussi, là, c'est-tu... Non, oublie ça. Ça va être un autre Mania que je suis convaincu que nous allons avoir. Hey, c'est vrai, il y a Ghislain Comtois là, qui nous explique. Sylvain Grenier était l'arbitre de Rock contre Hulk Hogan. Tout à fait, c'est vrai. Et c'est pas rien, là. C'est huge, là, honnêtement, là. Parfait. Ben écoute, Steve, ça nous amène au numéro 2. Donc, number 2. Ben moi, Steve, mon numéro 2, c'est WrestleMania 18. Parce que c'était le deuxième. Mais non, je vais expliquer mes raisons, parce que justement, il y en a d'autres que les tiennes. Parce que, c'était la deuxième fois que Mania venait au Canada. Après WrestleMania 6, évidemment, et le fameux Warrior Hogan. Match important, là, s'il en est un. Moi, on va peut-être en reparler, parce que tu te rappelles qu'on a des mentions honorables à la fin. Mais voilà, pour ça, c'est sûr aussi que moi dans les choses que je renote le plus de WrestleMania 18, il y en a 3. Il y a évidemment Hogan contre The Rock. Il y a évidemment le Stone Cold contre Razor, parce que ça a sonné le glas de la présence de Razor à la WWE post-WCW, là. Parce que, justement, les saines habitudes de vie, mettons, avaient pas mal pris le bord et tout ça. Mais il y en a un autre. Ce match-là correspond aussi au retour en confiance de Ric Flair, parce qu'il y avait un combat contre Taker. À cette époque-là, Ric Flair se second-guess sa gardienne, c'est genre Triple H, qui essaye de leur monter, de leur crinquer, et il ne se sentait même pas prêt à avoir un match avec Taker. Ric Flair, vous allez tomber sur le cul. Moi, c'est un de mes workers préférés de tous les temps, mais a toujours eu des problématiques de confiance. Surtout, plus il avançait en âge. Rappelons-nous qu'on est post-WCW. Tu sais, puis qu'il y avait eu des problèmes là, un peu avec le management, puis ils ont voulu faire de lui Spartacus, puis il coupait les cheveux, puis des niaiseries de même. Fait que,
c'est trois combats d'importance. Puis, écoute, le fait que c'était au Canada. Mais le gros morceau, pour moi, c'est Hogan contre The Rock. Écoute, là, tu sais, ça n'aurait pas été pareil de faire Hogan Stone Cold, là. Parce que là, c'est Hollywood, là. Tu sais, c'était vraiment des rockstars. Une rockstar contre une rockstar. Stone Cold, c'est une rockstar, mais c'était pas la même affaire. C'est le col bleu, puis tu sais, là, donne une volée à ton boss. Puis tout ça, fait que non, effectivement, fait que c'est ça. Fait que moi, ça, c'est mon number 2. C'est à toi, mon cher Steve. Mon numéro 2, on parle de WrestleMania 17, organisé le 1er avril au Reliant Astrodome à Houston, au Texas. Mm-hmm. Ouais. C'est le premier WrestleMania qui se déroule au Texas, mais c'est aussi la fin de l'Attitude Era à WWF, là, à WrestleMania 17, là. On a un match que tout le monde attendait, qui est Stone Cold Steve Austin contre The Rock. Puis on a aussi Shane contre Vince. Puis c'est à ce WrestleMania-là qu'a eu lieu le fameux TLC entre Edge, Christian, les Hardys puis les Dudleys. Absolument. Absolument. Puis ça, ben écoute, s'il y a bien un Mania, un combat qui a révolutionné la business, ben c'est bien celui-là. C'est clair. Parce que si tu te rappelles, c'était-tu à SummerSlam qu'il y avait eu un combat avant, puis tout le monde se disait, ils battront jamais ça. Ben Chris, ils ont réussi. Et le fameux spear, d'une échelle à l'autre, puis tout ça, c'est là que ça s'est passé, effectivement. Ouais. Y a-tu d'autres choses que tu voulais mentionner? Non! Oui, j'ai hâte de nommer mon numéro 1. Ah ben OK, parce que moi, j'écoute, c'est mon tour et je vais dire mon number 1, donc number 1. Ben écoute, c'est sans trop de surprise que pour moi, le meilleur Mania de 0 à 20, c'est effectivement WrestleMania 17. Parce que pour sensiblement les mêmes raisons que ce que tu as énuméré. J'essaie de me souvenir aussi, parce que tantôt, il y a une autre affaire qu'on a oubliée. On a oublié, parce que là, ou à moins que ce soit moi qui est mélangé, parce que c'est quand qu'il y avait... C'est-tu à 18? C'est-tu à 17 ou à 18 qu'il y a eu aussi le Street Fight Hogan contre Vince McMahon? Non, c'est bien plus loin que ça. Non, je pense pas, moi. À 18, Hogan était contre The Rock, puis à 17, Vince il était contre Shane. Bon, ben c'est à 18 d'abord que c'est Vince contre Hogan. Mais non, à 18, c'est un des deux. C'est un des deux, parce que 2 années collées, Vince, il y a un street fight. Il y en a un qui c'est Shane, puis l'autre c'est Hogan. Ben, fait que ça serait 16 d'abord. Ça peut être ça. Mais je vais en avoir le... Non, attends, je vais en avoir le cœur net. Parce que tu vois, t'as peu. Ça veut dire que Vince a eu un ego assez gros pour lutter 3 fois en ligne à WrestleMania. Oui, absolument. Puis là, je le sais, on a tellement des bons des encyclopédies sur Twitch que là, ils sont en train de répondre, mais je vois pas. C'était à 19. OK, bon, ben c'est ça. Fait que c'était à 19, c'était à Seattle, puis c'était le dernier match de Austin. Voilà, ça c'est 19. Fait que à WrestleMania 17, c'est ça, exactement, t'as raison. Mais évidemment que, écoute, là, puis on parle, moi j'ai mélangé en fait dans mes propos 19 et 18, mais 17, ben c'est ça, c'est un peu les mêmes raisons que toi. Puis en plus, vu qu'on est post-WCW, ben tu sais, ça a donné lieu à un paquet d'affaires aussi excessivement intéressantes parce que là, t'avais les Radicals qui étaient arrivés, t'avais Eddie Guerrero qui était là. Tu sais, t'as eu, écoute, ça a été chaque point tournant de ce combat-là a donné lieu à des holy shit moments, entre autres, de 1. Puis de 2, ben écoute, c'est comme tu le dis, ça a été un segue peut-être entre justement PG Rating puis l'Attitude Era / l'Invasion Angle, puis toutes ces affaires-là. Écoute, tu vois, il y a eu 14, puis tu vois 17 ou 18, là, parce que là, écoute, ils sont back-à-back, puis ils sont neck-to-neck aussi, pas mal dans le consensus de quels sont les meilleurs Mania, mettons de 0 à 20, là, mais non, effectivement, 17, c'est un excellent. Excuse-moi, c'est un excellent choix.
que tu le mettes à 2 ou 1 ou inversement. Mais là, ça nous amène à ton numéro 1 que j'ai bien hâte de voir lequel il sera parce que tu as déjà passé 17-18. Moi, j'ai déjà passé 17-18. Mon numéro 1, tu seras pas d'accord avec. Personne ne va être d'accord avec. Mais c'est mon numéro 1 à moi parce que c'est le moment que ça m'a fait vivre. C'était enfin la consécration que j'attendais. Tu sais où est-ce que je m'en vais, j'en suis persuadé. Ça a eu lieu à l'Arrowhead Pound à Anaheim. C'est WrestleMania 12 quand enfin Shawn Michaels a été couronné champion du monde de la WWE dans le match le plus long pour un match en simple à la WWF-WWE. Ils ont fait 1 heure et 2 minutes. Ouais, puis écoute, là, moi, c'est vraiment parce que je pas. Tu me demandes de choisir entre Shawn et Brett, je vais toujours choisir Brett. Puis c'est pas juste à cause du fait que Shawn, à cette époque-là, comme être humain, c'est un envie de chier. Non. C'est mon appréciation du work rate qui est différente, peut-être, que dans le contexte, comme je le dis tout le temps, quand on regarde la lutte old school, il faut avoir les yeux qu'on avait quand c'était du old school. C'est comme de dire que, tu sais, c'est comme comparer Maurice Richard avec Sidney Crosby. Là. Tu sais, Maurice, il n'a même pas de curve dans sa palette. Il faut avoir les yeux de l'époque, comme je le dis. Puis pour cette époque-là, moi, le work rate, le style de worker que je préférais, c'était Bret Hart. Sauf que ça l'enlève absolument, mais rien pantoute à Shawn Michaels. Moi, je trouve qu'à cette époque-là, il était incroyable, mais je trouve que le meilleur job qu'il a fait, c'est bien plus tard que WrestleMania 12. Mais, t'as raison, c'était un gros build-up. C'était le rêve de Pat Patterson, ce combat-là. Il a fallu qu'il travaille fort pour le vendre à Vince, parce que Vince pensait que ce serait trop long, que ça ferait en sorte que ça serait difficile de garder l'attention des gens et tout ça. Mais on va se le dire, n'ayons pas peur, là. WrestleMania 12, il y a un combat dedans, c'est celui-là. C'est un pay-per-view complet. Puis c'est un des seuls combats à vie qu'en plus de raconter une histoire dans le ring, ils ont réussi à écrire un film en 1 heure et 2 minutes. Oh, c'est un... Si tu es un fan de lutte old school qui apprécie le ring psychology, qui apprécie le work rate, qui apprécie la crédibilité de regarder un sport de combat, entre guillemets, là, c'est sûr que c'est un chef-d'œuvre de combat. Sauf que l'affaire, c'est que tu peux pas sortir ça à tous les fins de semaine. C'est ça l'affaire. Parce que là, à un moment donné, c'est comme regarder Ben Hur à tous les jours. Là. Je veux dire, c'est... Là, si j'ai dit... Puis les gens m'ont bien compris, ça n'a pas rapport avec WrestleMania 12, mais j'ai réellement dit c'est le plus long match en simple. C'est parce que Raymond Rougeau nous a conté que des matchs marathons, des Ironman, il en faisait à l'époque Jacques et Raymond contre les Rockers. Ouais, c'est ça. Il a beaucoup parlé de ça. Puis, tu sais, quand moi, j'ai des histoires. J'ai entendu, même Ric Flair raconter dans des shows d'interview qu'avec des gars comme Wahoo McDaniels, des gars de même de l'ancienne époque, des combats d'1h30, il y en a eu, là, tu sais. Mais là, c'est parce que c'était pas le même fucking stage, là, tu sais. C'est pas un house show à Des Moines à Iowa, là. C'est WrestleMania, là, tu sais. Je veux dire, ça prenait vraiment toute la place. Puis, tu sais, juste pour te montrer à quel point que c'est un gala de un combat. Regardez bien, là, je vais vous parler des autres combats qui ont eu lieu, OK? T'as eu les Body Donnas contre les Godwins, qui a duré 5 minutes. Les British Bulldogs, Owen Hart puis Vader avec Jim Cornette contre Ahmed Johnson, Jake Roberts, Yokozuna. C'était après le face turn de Yokozuna. Une joke de 13 minutes là, qui n'a aucun sens. C'est Jake Roberts, genre, il mange une volée pendant 8 minutes des 13. C'est à peu près ça. Après ça, Piper contre Goldust, bien évidemment, le fameux Backlot Brawl, qui quand même moi, j'adore ça, là. Sauf que le bout du Bronco blanc, là, avec c'est un peu overproduced. Ça faisait AJ, hein? Ouais, c'est ça. Steve Austin, Savio Vega. Ultimate Warrior contre Triple H, après sa pénitence, évidemment. C'était à l'époque où Triple H commençait à manger son pain noir après que... Ça a été le début de Sable.
Oui, absolument. Oui, Mark Mero venait d'arriver un petit peu avant ça. Après ça, tu as Taker contre Diesel. Puis là, bien évidemment, tu as le 60-minute Ironman match. Mais écoute, évidemment que ce sont tous... ouais, ben tu vois, regarde, Ghislain, c'est un très bon commentaire. Tu as 100% raison. C'était la fin de la New Generation. La fin d'un peu de cette époque-là. Puis, écoute, tout ça a transité tranquillement vers WrestleMania 13. Ça vaut même pas vraiment la peine d'en parler tant que ça. 14, après que Brett soit parti, puis que, tu sais, le méchant M. McMahon, puis après ça, on rentre dans l'Attitude Era, puis les Monday Night Wars. Fait que, tu sais, ben, c'est à cause de tout ça aussi, là, soyons honnêtes dans la démarche qu'on fait, c'est que c'est à cause de tout ça aussi que on le split en deux. Parce que, tu sais, de WrestleMania 20 à aujourd'hui, ben, il n'y a pas eu de guerre des lundis soirs, puis il n'y a pas eu de screwjob, puis tu sais, ça a été comme business as usual à toutes les années, là, parce que là, écoute, c'est pas compliqué. Vince, il a acheté à la lutte professionnelle, tu sais, je veux dire. Fait que là, il y a des points tournants. Qu'est-ce qu'on va trouver pour faire un peu un cliffhanger de la semaine prochaine? Qu'est-ce qu'on va trouver à dire des Mania de 20 à maintenant? Parce qu'il n'y a pas de plaque tournante, il n'y a rien. Oui, OK, on va dire, ben, on est passé de Triple H à John Cena, puis tu sais, des affaires comme ça. Mais je veux dire, tu sais, il n'y a pas de... Il n'y a pas la même historique de ces Mania-là que ce qu'on a connu de 0 à 20. Puis c'est pour ça que je considérais ça peut-être important de les diviser en deux. Parce que, justement, il y a eu des époques, alors que là, bon, peux-tu vraiment parler d'une époque, tu sais? Oui, OK, on va dire Ruthless Aggression, là, quand Cena est arrivé, puis ça a créé une claque d'en face. Mais, c'est les 0 à 20, 1 à 20, c'est le Golden Age. Ce sont, moi, mes années préférées, fortes, évidemment, parce que de 20 à... Il y a eu de très bons Mania à partir de Mania 20. Mais rien qui m'a... Puis vous allez dire que tu n'avais pas le même âge, c'est vrai. Mais il n'y a rien qui va me faire virer bout pour bout dans mes shorts comme les Mania dont on a parlé tantôt, puis les affaires qui se sont passées. D'ailleurs, tu sais, on parle du fameux heel turn de Stone Cold dans son combat contre... c'était à 18. Mania 18. Tu sais, le fameux heel turn de Stone Cold. Ben écoute, c'est l'équivalent d'Hogan, ça là, avec la NWO, là, tellement qu'il était over comme en tant que babyface. Il y en a qui ont dit que c'était une erreur monumentale de booking. Il y en a d'autres qui ont dit que ça n'a pas été une si mauvaise idée que ça parce que ça a permis de repimper un paquet d'autres mondes puis de builder up des gens. Mais en tout cas, regarde, c'est 0, je dis tout le temps 0. 1 à 20, ça va être dur de faire de trouver des Mania qui vont battre ça dans 20 à whatever, là, quand on sera rendu à 40. Mais ne vous en déplaise. Semaine prochaine, on fait notre top 5 des Mania à partir de... Ouais, mais Martin, vas-y avec une ou deux mentions honorables. Ouais, ben moi, mes mentions honorables, c'est super facile. Je vais en faire 2. Le premier Mania, qui a tout changé. Écoute, tu peux pas parler de Mania sans donner une mention honorable au premier. Écoute, la lutte sortait des Armories, puis des Chevaliers de Colomb, puis l'Ordre Loyal des Mousses, puis l'odeur de bière chaude, puis de boucan. Puis là, ben c'était le Red Carpet, les vedettes, Cyndi Lauper, Liberace. Tu sais, ça devenait très hollywoodesque. Et tu peux pas parler... On n'aurait pas toutes ces conversations-là si cette fameuse soirée-là ne s'était pas déroulée. Et contrairement à la croyance populaire, j'en ai déjà parlé dans un épisode passé, n'allez pas croire que Vince McMahon a investi tout jusqu'à la fin de son dernier dollar. C'est pas vrai. Il avait déjà signé un gros contrat avec NBC. Il y avait un gamble, il prenait des risques, oui. Mais d'aller dire que, tu sais, il avait mis hypothéqué Shane là, dans le deal puis des niaiseries de même, là, ça, c'est pas vrai. Puis le deuxième, ben moi, c'est pour le volet, je dirais, sentimental et patriotique. C'est WrestleMania 6 qui s'est passé, évidemment, au Canada. La première fois que c'était un Canadien. Puis, ben, tu me l'as demandé. Si j'ai tout pris les tiens, là, tu les vendras mieux que moi, c'est tout. Mais ça fait juste prouver que les grands esprits se rencontrent. Mais, tu sais, puis évidemment, faut en parler, là, le match Hogan-Warrior, tu sais, c'est un excellent match. Même si... Ben voyons, Steve, je suis en train de faire un show d'humoriste, moi. C'est les mêmes points. Ben ouais, mais c'est parce que c'est les points qui font du sens. On est des spécialistes de lutte. On n'ira pas dire WrestleMania 7, là. Mais oui, c'est clair. Puis je vois pas comment on pourrait donner de mention honorable aux autres parce que tu vois les autres, tu sais, sentiment de pétard mouillé, tu sais, WrestleMania 7, WrestleMania 8,
WrestleMania 9, écoute, c'était sympathique à regarder. Moi, il y a une petite place sentimentale dans mon cœur pour WrestleMania 9. Le Toga Party, puis tu sais, tout ça. Puis le fameux spot, un des spots les plus débiles que j'ai jamais vu, personne à refaire de toute ma vie. C'est Rick Steiner qui est sur les épaules de Rikishi des Highlanders, ou des Head Shrinkers plutôt. Il est sur la tête de Rikishi, il est sur les épaules de Rikishi, puis Samu saute du 3e câble, il pogne, puis il fait un power slam avec ça, de ses épaules de Rikishi. J'ai jamais revu ce spot-là de ma vie. Rien que pour ça, ça mérite une mention honorable. Moi, mes mentions honorables, je vais donner WrestleMania 3 parce que tu l'avais pas dit. C'était immense, puis je l'ai pas dit. Puis oui, j'avais WrestleMania 6, mais moi, je vais expliquer mon WrestleMania 6, puis je pense que t'as pas parlé. Ben oui, t'as parlé du Warrior puis Hogan, mais moi, c'était la première fois que je voyais ça. Là, je suis jeune à WrestleMania 6, un combat clean contre clean, là, que je sais pas trop pour qui je vais prendre. Ouais, c'est vrai. Puis, tu sais, ça vient me chercher parce que j'étais un kid, puis pour moi, Hulk Hogan, là, c'est mon héros de lutte. Mais là, je pense que vraiment, il va perdre, puis finalement, il perd. Puis je vais te me rappeler, écoute, du Warrior qui fait son finish, puis qu'Hogan, il réussit à kicker out, puis tout ça. Puis là, il se met en transe, puis il shake. Puis moi, je vais fou dans le salon chez nous, parce que je me rappelle, avait fallu louer la cassette de ça. Ouais, moi, je peux te dire, c'est capoté. Hein? Il y a beaucoup de Mania qui sont comme gravés dans ma mémoire, tu sais, où c'est que j'étais, puis tout. Mais celui que je me rappelle le plus, je suis convaincu qu'il n'est pas en train de nous écouter, là, c'est clair. Mais c'est un chum de secondaire. Moi, j'étais en secondaire 5. C'était en 90, en fait, Mania 6. Et j'ai écouté ça sur la cassette avec mon chum Martin Poirier. On l'appelait Poids. Fait qu'on avait loué ça, puis on avait écouté ça. Écoute, je me souviens, j'avais mon permis de conduire, mais ça devait pas faire si longtemps que ça. Puis effectivement, t'as tout à fait raison. C'était exactement ça. Babyface contre Babyface. On savait pas où donner de la tête. C'était comme... Puis tu sais, on prenait pour les deux, littéralement. Il n'y avait pas de façon de satisfaire tout le monde, puis t'étais pour faire de la peine à tout le monde. C'était un peu ça. Oui, sauf que, faut rappeler, dans la petite histoire, la raison pour laquelle ça s'est déroulé comme ça, c'est parce qu'Hogan voulait aller faire des films. Okay? C'était pas un désaveu de McMahon, là. Okay? C'est parce qu'il voulait aller faire des films. Puis après ça, bien évidemment, ça en est suivi un paquet d'affaires. Le retour d'Hogan l'année d'après. Puis après ça, 92-13, les stéroïdes, puis l'FBI, puis tout le kit. Mais ça sera pour... un autre épisode. Voilà. Puis juste pour closer sur WrestleMania 6, justement, moi, je me rappelle, puis qu'avec mes yeux de jeune adolescent, parce que moi, j'ai 14 ans à ce moment-là, quand le match finit, là, je fais pas comme « Hey, méchant match plate! Hein? » Non, c'est très bien fait. Écoute, oui, moi, j'ai capoté. Ça avait toutes les traces de Pat Patterson partout. T'sais, c'est lui qui a scénarisé le match, c'est lui qui les a drillés ensemble. T'sais, là, on peut le dire plusieurs années plus tard, mais ils se sont entraînés comme des malades. Pourquoi? Parce que Warrior était un worker à chier. C'est pas plus dur que ça. Pourri. Puis Marthe, j'ai regardé pas mal les shows de WrestleMania. Puis il faut que je te parle d'un moment de WrestleMania. Je pense que c'est WrestleMania 8 qui a lieu à l'extérieur au Caesars Palace? Non, c'est 9. 9. Bon. Mon moment wish de toutes les WrestleMania, l'entrée de Bobby Heenan à l'envers sur le chameau. Ben oui, c'est sûr. J'ai tellement ri tout à l'heure en le regardant parce que je cherchais justement c'était quel WrestleMania ça. Puis je disais, il faut que ouais, c'est 9. Écoute, t'avais Macho Man aussi qui était là. T'avais, écoute, Howard Finkel habillé. Comment qu'il l'avait appelé? Finkus Maximus, qu'il l'appelait. Mais non. Moi 9 a une grande place parce que je dirais que WrestleMania 9, ça correspond probablement à l'âge où j'étais le plus en âge de triper sa lutte. Ado, tu sais, comme mettons, pas ado, excuse, mais jeune adulte, là, tu sais, que je sais pas, là, c'était plus juste, c'était plus juste ça, tu sais, je comprenais qu'est-ce qui se déroulait, qu'est-ce qui se passait, puis je trouvais ça sympathique que ce soit différent je trouvais ça
C'était dehors, je sais pas, tu sais. Puis l'autre affaire, là, hey, ça, faut que je fasse une confidence. Après ça, on s'en va en break, puis on a des tunes. On va faire jouer les tunes à JC, mais faut que je fasse une confidence. C'était vraiment pourri comme combat. Mais Giant Gonzalez, c'était vraiment phénoménal de le voir marcher puis s'en venir au ring. Puis la grandeur de ses mains, puis comment il était plus haut que le monde en arrière de la rail. Puis c'était impressionnant. Puis moi, je me souviens très bien que, tu sais, OK, on s'entend, il était pourri comme worker, mais vraiment pourri. Là. Il n'y avait aucun équilibre. Là, tu sais, je l'ai raconté plein de fois, là, l'histoire de Giant Gonzalez, Jorge Gonzalez, de son vrai nom, un Argentin. Mais c'était huge pareil. Puis tu sais, ça donnait un combat nul à chier, là, on s'entend, là. Le chloroforme, puis là, Taker qui revient, puis toute la patente, la corneille, puis tu sais, toutes ces affaires-là. Mais c'était impressionnant. C'est un des matchs qui m'a, tu sais, ou un des match-ups, pas de match, mais un des match-ups les plus intéressants. Tu sais, quand tu veux vendre des tickets, là, tu prends un gars de 7 pieds qu'un gars de quasiment 8 pieds, là, puis tout, puis tu sais, là, tout le... C'était... Mais... Le fan de lutte plus technique, old school, work rate en moi, bien évidemment, n'a pas été excessivement satisfait. On va le dire de cette façon-là. Mais écoute, des souvenirs, écoute. Puis tu sais, il n'y a pas de Mania que je me souvienne. Il n'y a pas de Mania, peut-être à part 11, au cours desquels tu sais, je fasse comme si que c'est plate. Il y a toujours de quoi dans Mania. Ne serait-ce que juste. Qui va chanter America the Beautiful, tu sais, fait que c'est vraiment très cool. Puis là, mine de rien, Chris, on avance tranquillement, là. Oui, mais là, Martin, là, moi, j'aimerais ça, la semaine prochaine, je ne préparerai pas de chronique. OK. Mais il y a de quoi qui vient de sortir sur une chat par Ghislain Comtois. Ouais. Qui dit, selon vous, qui serait le Pat Patterson de la génération actuelle? Ben, tu veux dire, ça dépend, Ghislain, tu parles de ça comme dans quel contexte? C'est comme Booker ou comme worker ou comme... Tu sais, Pat Patterson, c'est un worker extraordinaire aussi, là. C'est pas juste un booker incroyable. Ben, d'après moi, là, c'est vraiment pour le booking qui nous parle parce qu'il a dit ça, lui. Ouais. Mais j'aimerais ça qu'on parle de ça la semaine prochaine. Ben oui, absolument. OK, on va faire une chronique Booker, tiens. Parce que ça, j'en sais une puis deux aussi un peu là-dessus. Là. Fait que oui, on pourra en parler, mais tu sais, dans les bookers très, très connus, là, les Kevin Sullivan, pré-WCW, évidemment Jim Cornette à Smoky Mountain, il y en a un paquet là, de bookers. Et oui, on va parler de Vince Russo. Oui. On va en parler. Parce que là, c'est probablement là qu'on est passé de booker à writer. Et je pense que ça a eu du bon. Mais je pense que ça a eu plus de mauvais. Mais on arrête ici, on en parle la semaine prochaine. On en parle la semaine prochaine. Semaine prochaine. Bon. Là, écoutez bien ça. On a 2 tunes pour vous autres. Et ce sont les sélections de notre ami, bien sûr, JC. Et là, on a une thématique canine cette semaine. Parce que, oui, c'est exactement ça. Parce qu'on va vous faire jouer de 1. Bon, il y avait, pour les vieux de la vieille vont se souvenir que Another One Bites the Dust jouait parfois quand Junkyard Dog s'en allait au ring. Mais il a eu son propre thème, et là on vous parle du Golden Era de la WWF. Donc ça va être le thème du Junkyard Dog. Et ensuite, on reste dans les pitous. Parce que ça va être suivi du thème Rick Steiner. Et le Dogface Gremlin, bien sûr. Et c'est en fait son thème alors qu'il était, bien sûr, à la la WCW. Et là, je veux faire sûr de vous donner le bon nom parce que, voilà, ça a un titre, cette histoire-là. Bon, Martin, c'est sûr que si tu cliques tout le temps aux mêmes places, ça va t'emmener au même mauvais endroit, n'est-ce pas? Alors, je pense que c'est juste 2 tonnes. S'il y en avait 3, ce serait British Bulldog. Ouais, mais c'est l'hymne national anglais. Mais voilà, ça s'intitule le thème de Rick Steiner alors qu'il était à la WCW et tout ça est pré-NWO et ainsi de suite. Là. Et ça s'intitule Dog Pound. Alors voilà, ce sont les sélections de notre ami JC. Nous autres, on vous spin ça. On fait une petite, pas une courte pause, mais le temps de vous présenter ces 2 chansons et on vous revient avec le close. Enjoy!
Everybody's doing it because it feels so good. All you need is a partner that know how to move, and the rest is real easy. Just dig the groove. And when you get yourself started, it's hard to stop. You just go for your partners, you know what? And then you GRABTAGMCAKES. Ah, grab them cats. Oh, what's all you do? Grab them cats. And listen, I don't care what it takes. Grab them cats. Oh, I feel when you do it to me. Grab them cats. Oh, yeah. This is the old talking to your mama. Live in this sure enough living color. Well, you move to the left, or then you move to the right, and then you squeeze your partner with all your might, or then you let your man loose, and then you turn him on out, or then you do your thing, or just scream and shout. And when you get yourself started, it's hard to stop. You just go for your partners, you know what? And then you GRABTAGMCAKES. Ah, grab them cakes. Oh, is that what you do? Grab them cakes. We don't care what it takes. Grab them cakes. Oh, I feel when you do it to me. Grab them cakes. Oh, yeah. Oh, it sounds a little bit like the Wolfman again. No, but it's the dog, baby. 310 pounds and nothing but twisted, still a little bit of something building in. I'm barking at the moon. Get that left leg going, baby. And then your right. You got it. When you get yourself started, it's hard to stop. Just go for your partners, you know what? And then you GRABTAGMCAKES. Ah, grab them cakes. Oh, is that all you do? I said grab them cakes. Oh, you don't care what it takes. Grab them cakes. Oh, what a feeling when you do it to me. Just grab them cakes. All the kids are doing it. Grab them cakes. The whole world is doing it. Hey, grab them cakes. Look at me. Grab them cakes. Oh yeah. Grab them cakes. Get it together, baby. Grab them cakes. All the way from New York City. Grab them cakes. Back to Louisiana. Grab them cakes. Still so nice here to be the twat. Grab them cakes. New York. Welcome to the Dog Pound. Hoo, 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 hoo. Alors voilà, c'était pas mal clair que c'était une toune pour se rendre au ring, mettons. Le but, tu vois tout de suite la différence entre Vince et la WCW. Vince, il fait composer une vraie toune. Là, il dit, on va faire des disques avec ça, puis tout. À WCW, ils font dire à Rick Steiner, bienvenue dans le Dog Pound. Puis là, il y a une toune, puis c'est une loop qui dure 2 minutes, tu sais. Hey, mais Martin, la toune de Junkyard Dog, là, c'est-tu moi ou bien ça ressemble vraiment au thème de Ghostbusters? Ah, écoute, je pitonnais, puis tout. C'est pareil. J'ai pas entendu ça, mais... Ben attends, regarde, on va remettre un petit bout.
Who you gonna call? Eh oui! Je suis pas sûr, là. I started this dance. Ah ouais, quand même, ouais. Now everybody's doing it. When something goes down in your neighborhood, who you gonna call? Ouais, c'est vrai, ouais, c'est vrai, t'as raison. Critique de musique. Y a-tu un talent qui a pas ce Steve Ace sauvé là? Ça a pas d'allure. Hey, Ma blonde, elle pourrait t'en nommer plein. Ah, j'imagine. Hey, on a eu des nouvelles faces à soir, Steve, le barbu de ville. Puis là, ben écoute, le False, écoute, quelqu'un que je connais à travers d'autres plateformes, mais qui est également un créateur de contenu. Les gars, n'hésitez pas à plugger vos affaires hein, dans le chat aussi. Faites-vous connaître un peu. C'est sûr qu'on n'est pas des tétrasiliards en ce moment dans le Twitch, mais écoute, comme on paye nos 12, hein, nous provenons des débuts humbles, ou des débuts humbles, ouais, voilà. Alors, merci d'être venu, puis n'hésitez pas à répandre la bonne nouvelle. Puis là, je m'excuse, Steve, je t'ai interrompu. Qu'est-ce que tu voulais dire, la musique et ta blonde? Oh non, c'était des niaiseries. Encore? Je te dis, y a-tu des talents qu'il n'y a pas? Je m'en allais dire, ma femme, elle va te nommer plein de choses. Ça finit tout par âge. Ménage, lavage, repassage, tout. Ah, bon, ben écoute, chacun ses talents, hein, n'est-ce pas? Écoutez, nous autres, on pense qu'un de nos talents, c'est de vous parler de lutte et de lutte old school. Alors, on vous remercie évidemment d'avoir été des nôtres. C'est très apprécié. On vous répète hein, que nous autres, on fait ça de façon organique. Hein, on est à la 5e saison. Si vous avez des gens que vous côtoyez ou que vous avez fait votre coming out de fan de lutte, n'hésitez pas à partager, c'est bien apprécié, merci beaucoup. Si vous nous avez découvert ce soir sur Twitch, sachez que tout ça est disponible également à balado-diffusion. Hein, on veut créer un rendez-vous sur Twitch, alors quelques jours après, vous aurez accès à ça si vous êtes arrivé un petit peu après le début en balado-diffusion sur toutes les bonnes plateformes, c'est-à-dire Apple Podcast, Google Podcast, Spotify et tout bon podcatcher Android. Et là, je vous le donne en mille. Ce soir, je fais tout de suite après l'enregistrement de cet épisode, je fais un watch-along exclusif pour nos amis, évidemment les Ribbers, communauté d'ailleurs que vous pouvez joindre en vous rendant tout simplement sur patreon.com/le carré rond. Un gros 7$ canadiens par semaine, ça vous donne accès à notre communauté. Par mois, Martin. Par semaine, Chris, déjà un deal. Vous voyez, on vient déjà de chopper ça de 75%. Pas de niaisage. Non, par semaine, par mois. Ça vous donne accès à tout de façon rétroactive. Hein, toutes les watch-alongs qu'on a faites, même à l'époque où je travaillais avec Toto Lavigne, que je salue d'ailleurs, si jamais ça donne à passer. Et voilà, puis ce soir, je commence les watch-alongs, en fait, exclusifs pour cette communauté-là. Et d'ailleurs, passe à la palette de mon chum Steve parce que c'est un excellent combat à regarder en watch-along et c'était son idée au départ. C'est ce fameux match de studio wrestling, en fait, entre Ricky Morton, qui est le meilleur seller de l'histoire de l'humanité, et bien sûr Ric Flair, qui est dans ses belles années, en plein dans son prime. Et ça donne un match absolument extraordinaire. Je le sais que Steve, c'est un des matchs que tu préfères. Moi, je le sais que je l'ai regardé, mais je suis content parce que je vais le regarder avec des yeux frais quand même parce que ça fait très longtemps que je ne l'ai pas regardé. Puis ça ne dure pas 45 minutes non plus, mais c'est jam-pack d'action et de très bon work rate. Alors voilà, fait que ça fait partie des avantages justement. Et un autre des avantages, parce qu'on s'en approche tranquillement, c'est qu'on fait des watch-alongs également de ce qu'on appelle le Big Four des pay-per-view de la WWE, c'est-à-dire là on approche Survivor Series, ça va être le Rumble un peu après, Mania et bien sûr SummerSlam. Je rappelle également par contre, au cas où Vince McMahon est en train de nous écouter, que vous devez être abonné au WWE Network ou à tout autre service de streaming pour le regarder simultanément avec nous autres, parce que évidemment que nous ne le streamons pas. Parce qu'on aime notre liberté. Mais voilà, fait que patreon.com/le carré rond. Et puis 7$ par mois. Et vous avez accès à tout ce qu'on a fait depuis le début. Il y a du stock en masse. Il y a des surprises aussi. Il y a des affaires que je peux même pas dire. Parce que justement, je veux m'assurer de maintenir ma liberté. Mais c'est plein de cadeaux là-dessus, alors voilà. Sinon, écoute, Steve, ne me reste qu'à te dire un énorme merci, mon cher ami.
Toujours un plaisir. Hey, ben, ça a été le fun. Ouais. Merci aux gens qui ont été avec nous, à nos abonnés. Absolument. Gênez-vous pas pour nous encourager. Ouais. Puis surtout, la semaine prochaine, Martin, ben, ça va être à toi de nous faire une belle chronique booking. Ouais, Puis on absolument. va Absolument. peut-être encore. Moi, je vais vous J'espère. expliquer un peu mes relations puis comment ça marche quand on arrive dans un backstage au Québec puis qu'on Cool. rencontre les Cool. bookers. Bon, ben parfait. Puis maintenant, rendons hommage. On salue JC au passage. On espère que tout se passe bien. Et voilà, donc, ne me reste plus qu'à vous dire un dernier merci et à vous laisser sur le meilleur mashup de musique de lutte de l'histoire des shows de lutte old school qui sont diffusés les lundis sur Twitch à 20h. C'est une composition de mon bon chum, Super Dave Bérubé. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.